Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. Vous savez, quelquefois, les managers ne sont pas bons, non pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce qu'ils sont confrontés à quelque chose qui est redoutable dans les entreprises, qui est l'inconstance de la décision. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées. Cet épisode me procure une joie immense, car à mes côtés, aujourd'hui, j'accueille au micro de Valeurs agitées Benoît Serre. Je sais que vous le connaissez, puisque Benoît Serre est à la fois le DRH de L'Oréal France, mais aussi le vice-président de l'Association nationale des directrices et des directeurs de ressources humaines. Et c'est à ce double titre que je l'accueille aujourd'hui sur Valeurs agitées. Et ce n'est pas moins de 2 heures que Benoît a bien voulu m'offrir. Et ce cadeau, j'ai envie de le partager avec vous. C'est donc à travers 5 épisodes avec Benoît que nous allons explorer les questions de l'actualité du monde du travail et notamment la guerre en Ukraine et la réforme des retraites en France. Nous évoquerons également dans le 2e épisode le Future of the Work, le monde du travail de demain. Nous partagerons ensuite sur le 3e épisode la question du management et notamment la question du management responsabilisant. Sur le 4e épisode, nous évoquerons la question de la conduite de changement et l'importance de donner du sens à ce mouvement, à ces transformations des entreprises pour réussir à fédérer les salariés et surtout leur permettre de trouver leur place dans cette conduite de changement et le vivre au mieux. Et enfin, dans le 5e épisode, à travers le jeu du tip-top où je pose des questions intimes à mon invité, nous découvrirons les coulisses du métier de DRH et ce qui l'anime au plus profond de lui-même. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour Benoît. Bonjour. Benoît, tu es DRH de L'Oréal France et ton titre pourrait s'arrêter déjà là, mais tu es en plus vice-président délégué de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH. Rappelons que l'ANDRH, c'est la première communauté de professionnels des ressources humaines qui réunit aujourd'hui plus de 5600 membres DRH et RRH issus de tous les secteurs d'activité. Et vous animez plus de 70 groupes locaux partout en France. Félicitations. Merci. Précédemment, tu as été directeur associé du Boston Consulting Group Oui. et DGA du groupe Massif en charge des ressources humaines et de la communication. Et c'est à cette époque qu'on a eu l'occasion de se rencontrer. Mhm. Et avant, tu étais directeur des ressources humaines pour Leroy Merlin en Russie. Voilà. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour mon émission Valeurs agitées, donc qui s'adresse aux DG, aux DRH et aux managers pour les aider à mieux vivre au travail. Et je t'avoue que j'ai fait une petite danse de la joie dans ma cuisine quand tu as accepté mon invitation, puisque tu es l'expert de mon sujet de prédilection et de passion, le management des ressources humaines. Et je sais que tu es sollicité sur tous les plateaux pour parler du monde du travail, du devenir du travail. Et je te sais extrêmement pris. Donc, encore un grand, grand merci. Non, mais avec plaisir, avec plaisir. Alors, pour démarrer, je vais te poser une première question. Quand je te dis valeur agitée, à quoi tu penses? Ah, valeur agitée, à quoi je pense? Bah que moi, ça m'intéresse parce que je constate que aujourd'hui, je l'ai écrit récemment, il y a tout le champ de valeur est remis en cause. Alors, on utilise le mot valeur à toutes les sauces, on l'agite déjà. On dit la valeur travail, la valeur de la planète, la valeur du temps libre, la valeur de la liberté d'organisation, la valeur de tout ce qu'on veut.
Donc, effectivement, c'est plutôt positif de voir que au moment où la société est en train vraiment de s'interroger sur un certain nombre de ses équilibres, elle se retrouve autour du mot valeur en changeant d'ailleurs la valeur elle-même. Exactement. C'est-à-dire que je suis persuadée au fond que, la valeur, ajoutée, justement des entreprises, elle, naît, de ces ressources humaines et c'est vrai qu'aujourd'hui, la question du management des ressources humaines est centrale et fait ou pas la valeur, économique, de l'entreprise. Ah, c'est un élément, en fait, c'est un élément de la valeur économique de l'entreprise, plus ou moins selon le typologie d'entreprise. Dans une entreprise industrielle, les machines vont avoir des valeurs très importantes dans leur rôle de création de valeur ajoutée. En revanche, ce que je pense, c'est que les ressources humaines d'une entreprise, les gens qui constituent l'entreprise, constituent sa seule valeur durable. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on est confronté à une transformation des modèles économiques comme aujourd'hui, finalement, c'est la capacité d'innovation des gens, de transformation des gens, de réorganisation des gens, de remise en cause quelquefois de leurs propres compétences, voire de leur métier, qui permet à l'entreprise de tenir la distance face à la concurrence. Une machine, elle s'adapte pas toute seule. Il faut l'adapter ou la changer. Un être humain, il a une capacité en lui-même de s'adapter. C'est pour ça que je pense que tout concourt à la valeur ajoutée court terme. En revanche, la valeur ajoutée long terme d'une entreprise, c'est clairement les gens qui la composent et la culture qu'elle véhicule. Puisque je suis aujourd'hui chez L'Oréal, il y a une formule très juste d'Eugène Schueller, qui a fondé L'Oréal, qui disait, avant la guerre, hein, une entreprise n'est pas faite de machines, ce sont des hommes, des hommes, des hommes. Alors aujourd'hui, on dirait des hommes, des femmes, des hommes. Mais ça voulait bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la valeur durable d'une entreprise vient des gens qui la composent. Alors j'ai envie de t'interroger, sur un sujet d'actualité, ou j'allais dire 2 sujets d'actualité d'ailleurs. Le premier, la guerre en Ukraine et le deuxième, la réforme des retraites. Hem, L'entreprise, elle est dans un environnement, mondial. Hem, dans quelle mesure tu penses que la guerre en Ukraine, elle impacte notre monde du travail? Comment les salariés sont impactés aujourd'hui, dans nos entreprises par cette guerre? D'abord, la guerre en Ukraine, elle révèle une chose, c'est que le continent européen, qui est historiquement un continent de guerre, reste un continent de guerre. Et qu'on a été dans une période assez remarquable où ça paraissait tout à fait surprenant qu'on ait une guerre de cette nature à nos portes. Je pense qu'il faut jamais oublier l'histoire. Il y a une cause, il y a une raison. La deuxième chose, c'est que, évidemment, c'est pas la guerre en Ukraine en elle-même, mais elle a révélé l'espèce d'hyperdépendance liée à la supermondialisation et que un événement aussi grave que la guerre en Ukraine est venu dans un premier temps totalement déséquilibré, notamment le recours à la ressource énergétique, on l'a bien vu. Et ça a généré une inflation comme on n'en a pas connu depuis les années 80, qui maintenant est relayée, puisque c'est une espèce de boucle, hein, elle est relayée dans une inflation alimentaire, dans une inflation de tout ordre, parce que le déplacement, le transport, la charge, tout ça coûte plus cher, pas uniquement du fait de la guerre en Ukraine, mais c'est un espèce de phénomène de conséquences qui s'enchaînent les unes après les autres. Donc déjà, ça touche les gens à ce titre-là. La deuxième chose, c'est que ça touche les gens parce que d'abord, ça peut toucher des gens qui sont dans des entreprises qui sont elles-mêmes touchées parce qu'elles sont très internationales. Et par conséquent, on voit bien que les équilibres du monde sont en train de se modifier. Ils se modifient tout le temps. Enfin, là, ils sont vraiment en train de se modifier très fortement. Et donc, ça a des impacts très concrets sur des entreprises, des organisations et donc sur les salariés qui les composent. Et puis, le troisième élément, c'est que cette guerre en Ukraine qui sert un peu de cristallisateur à un certain nombre de schémas, on voit quand même qu'il y a la moitié des, des habitants du monde qui vivent dans des pays qui n'ont pas soutenu ni condamné d'ailleurs cette guerre. C'est-à-dire que la condamnation elle est très américaine et très européenne. Elle n'est pas indienne, elle n'est pas chinoise. Tout ça, ça représente quand même près de la moitié de l'humanité.
Donc, c'est quand même une remise en cause, ou au moins une remise en question d'un certain nombre de schémas dans lesquels on vit depuis 40 ans, qui ont montré d'ailleurs leur efficacité, mais qui sont en train de changer. Donc là aussi, on est touché comme citoyen, on est touché comme salarié, on est touché comme parent, on est touché comme enfant, on est touché comme n'importe quel être humain, par ce qui se passe, d'abord par l'horreur de ce qui se passe là-bas pour les gens, ça c'est faut jamais oublier, c'est la première des choses, et puis par les conséquences économiques, politiques, géopolitiques de ce conflit. J'imagine que personnellement, tu as dû, t'interroger sur, la position de le roi Merlin justement, puisque tu as, toi-même, travaillé en Russie? Je me suis pas interrogé parce que je suis plus en là, mais bah, forcément, comme j'ai vécu en Russie et que j'avais dans mon scope l'Ukraine notamment, c'est des pays que je connais bien, donc j'ai vécu de nombreuses années, donc forcément ça me touche peut-être un peu plus que des gens qui ne connaissent pas ces pays ou qui n'y ont pas vécu. Après, le roi Merlin a fait des choix qui leur appartiennent. Je ne connais pas le détail, je ne suis pas en contact avec eux. Je pense que c'est très difficile. Je me méfie toujours sur ces questions-là, des jugements à l'emporte-pièce, comme si c'était noir-blanc ou manichéen. Je pense que c'est pas si simple que ça. On peut pas dire il y a les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. Je parle pas de Russie et de l'Ukraine, mais des bonnes entreprises et de mauvaises entreprises. Monsieur l'Ukraine, ça c'est un autre débat, c'est de la politique. Mais sur le cas de Laurent Merlin ou des autres entreprises qui sont restées là-bas, moi je me refuse absolument parce que j'ai pas les éléments en main. Et puis sur ces questions qui sont extrêmement complexes, je me méfie du manichéisme et c'est facile de dire il y a les gentils, il y a les méchants. Non, non, c'est pas si simple que ça, heureusement. Voilà, j'oublie pas, moi, il s'avère que j'ai été DRH de cette boîte, il y a eu 12 000 salariés, je pense qu'il y en a 30 000. Je pense aussi à ces gens-là. Ces gens-là, ils sont tout autant victimes de la situation que les autres, que ce soit des salariés dans un malin d'Ukraine ou un malin de Russie. Donc voilà, donc j'ai un lien un peu spécial parce qu'il y a encore en revanche l'actuelle DRH de la Russie, je la connais très bien, c'est moi qui l'avais recrutée, elle m'a succédé, elle fait un travail formidable, la patronne de la com, c'est moi qui l'ai recrutée, c'est mon ancienne assistante d'ailleurs. Donc il y a tout un tas de gens que je connais là-bas. Et donc bah forcément, j'ai un lien avec eux et tout ça, d'une certaine manière, je pense qu'ils sont aussi contents d'être toujours chez les Romains. Oui, probablement. Et je n'oublie pas sur un plan humain. Après, la géopolitique, les décisions politiques, ça ne me regarde pas et j'ai pas les éléments pour les donner. Oui, je te rejoins sur le fait qu'effectivement, avoir une vision, très, manichéenne, quand on est DRH, c'est justement ça, c'est de savoir, entendre les différents, points de vue et savoir qu'il y a pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Non, On est toujours sur, un entre-deux, une équidistance à essayer de trouver, qui est toujours complexe. non, mais c'est ça, et sur ce, euh, non, mais c'est ça. Voilà, moi je trouve que je suis, mais sur tout un tas de sujets, je suis un petit peu frappé par le fait que sur des sujets complexes qui nécessitent de la profondeur historique, de la compréhension géopolitique, ou bien de la compréhension culturelle, de la compréhension sociale, tout d'un coup il y a quelqu'un qui dit voilà le bien, voilà le mal. Je trouve que c'est une prétention sans fin. Mmh mh. Et quel est ton regard sur un autre sujet brûlant, celui de la réforme des retraites qui nous anime dans notre pays? Ah, encore une fois, moi je pense que cette réforme, elle est, enfin, comme dans les entreprises, le sentiment d'injustice ou d'inéquité de traitement est extrêmement dévastateur. Et donc, sans porter de jugement sur le fond de la réforme elle-même, je pense que les tensions sociales qu'on observe notamment aujourd'hui sont plus liées à ce sentiment-là. C'est un peu facile de dire que les gens veulent pas travailler 2 ans de plus, 1 an de plus, machin. Bon. Je pense que le sujet est plus profond que ça. Ils ont un sentiment d'inéquité, d'injustice. La deuxième chose, mais peut-être que c'était pas possible, mais j'ai toujours été frappé depuis le début de cette réforme, qui est sans doute nécessaire, on nous explique qu'elle est nécessaire sur un plan budgétaire, dont acte. Sur le fait qu'elle n'a, dans sa présentation, dans sa construction, et d'ailleurs j'ai entendu
un certain nombre de parlementaires de la majorité présidentielle le dire aussi, elle n'a pas pris en compte les transformations du travail du tout. Comme si elle se posait indépendamment de ce qui s'était passé depuis 3 à 4 ans. Je pense que sa faiblesse structurelle, elle vient de là. Elle vient pas de 64 ans ou de tout ce qu'on raconte. Elle se pose indépendamment de ce qui s'est passé, comme si c'était quelque chose qui n'entrait pas en ligne de compte. Or, demander aux gens de travailler 2 ans de plus dans une période où l'organisation classique ou historique du travail est remise en cause, évidemment, c'est inévitable que eux font le lien. J'ai eu l'occasion de discuter avec une personne qui me disait, mais moi, ça ne me dérange pas de travailler 2 ans de plus, mais je ne veux pas travailler comme ça. Voilà. Alors, j'ai entendu d'ailleurs hier le président de la République, et avant le ministre du Travail, dire qu'il y aurait prochainement une loi sur le travail pour tenir compte de ce qui s'était passé. Je pense que les deux sujets n'étaient pas séparables en réalité. Et donc, une part de l'incompréhension vient de là. Voilà. Donc, que les tensions sociales, elles se sont cristallisées autour de la réforme des retraites, mais en fait, elles révèlent un schéma de tension sociale globale dont elles sont finalement, dont ce sujet des retraites devient finalement pas le détonateur, ce serait excessif, mais devient le sujet qui finalement repose tout ça. On entend beaucoup, des gens disent, est-ce que c'était le moment de faire cette réforme avec l'inflation qu'on connaît, qui n'est pas encore totalement maîtrisée, avec, bon, ils ont peut-être raison ou tort. Ce que je sais, ce que je pense exactement, mais à titre personnel, hein, c'est que, au moins dans le discours et la pédagogie, cette réforme n'a pas pris en considération le fait que les transformations du travail avaient été prises en considération. Et que donc, il y a une sorte de misfit, comme si c'était une réforme du monde. Tu sais, pendant la crise, on a beaucoup parlé du monde d'avant et du monde d'après. Donc, si je reprends cette comparaison-là, c'est presque une réforme du monde d'avant qui se pose sur le monde d'après. Et donc, je pense qu'une part de l'incompréhension vient de là. Alors effectivement, je ne crois pas comme toi que les gens soient feignants et que ce soit parce qu'ils ont pas envie de Non. travailler, qu'ils refusent cette, réforme. Je pense que d'abord il y a eu beaucoup d'incompréhension, mais peut-être qu'on n'a pas été en termes de pédagogie, très bons, pour, enfin j'allais dire c'est comme quand on est des RH, hein, je veux dire on peut mettre en place des modifications, des transformations de l'organisation, si on ne fait pas un effort pour, s'assurer que, le salarié comprend de quoi on lui parle, pourquoi on le fait et comment on va le faire et qu'est-ce qu'il va y gagner à un moment donné, dans cette démarche-là, effectivement, on a toutes les chances de d'avoir des résistances et c'est vrai que, tu l'abordais rapidement tout à l'heure, mais et je veux bien qu'on y revienne. On parle de réforme des retraites, mais est-ce qu'on ne devrait pas parler des réformes du travail? Dans le sens où aujourd'hui, moi personnellement, j'ai pas de problème pour travailler jusqu'à 64 ans. Si on m'assure d'avoir un emploi jusqu'à 64 ans et un emploi qui préserve ma santé. Oui. C'est-à-dire que l'emploi des seniors est assez, difficile aujourd'hui et l'intégration des jeunes, pour qu'ils puissent déjà, commencer à comptabiliser, elle est de plus en plus tardive donc et les 2 sont compliqués, je pense. Alors, ça, c'est un autre point. Sur ce sujet de la réforme des retraites, dès le début, j'avais eu l'occasion d'exprimer qu'il y avait 2 choses qui me paraissaient fondamentales à mettre en œuvre pour qu'elles soient comprises et admises. C'était d'un côté le fait elle permettait la revalorisation des petites retraites. Mmh. Et on a vu une espèce d'incompréhension générale, on est passé d'1 million à 40 000, à 20 000, à 10 000, on ne savait plus. Mmh. Alors que les gens ont authentiquement compris, ils pensaient que toutes les retraites, même actuelles, ne seraient jamais inférieures à 1200. Donc ça a déjà créé une espèce de doute. Et la deuxième chose, sur l'emploi des seniors, dont on sait que la France est un mauvais élève de l'Europe en termes d'embauche, Mmh. alors moins en termes de maintien dans l'emploi, mais en tout cas, quand on perd son emploi à 57, 58, c'est bien très compliqué d'en trouver en France. Et d'ailleurs, le président de la République l'a réévoqué hier, mais il l'avait dit, moi je me souviens très bien, c'est ça qui m'avait donné l'idée de l'index senior et m'avait donné l'idée de pousser la NDRH à intervenir sur le sujet. Il avait indiqué qu'effectivement, faire une réforme des seniors, une réforme des retraites, quand on sait qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'offrir un job à des seniors, c'est un marché de dupes.
Donc, cette vidéo de 2018, elle passe beaucoup en boucle. Alors, le président de la République en a parlé hier en disant c'est une époque où il y avait 8% de chômage, aujourd'hui on est à 7%, tout ça, j'entends très bien le raisonnement. N'empêche que cette réforme, c'est comme un tabouret à 3 pieds, quoi. Ça tient, il fallait la réforme des retraites, si elle est nécessaire sur un plan budgétaire, et j'ai pas de raison d'en douter. Il fallait une vraie politique volontariste d'emploi des seniors qui n'existe pas, en tout cas qui n'est pas proposée. Mmh. C'est absolument évident. Et puis, il fallait un système de revalorisation et de prise en compte de la transformation du travail. Or, on a aujourd'hui un tabouret à un pied, et ben un tabouret à un pied, ça tient pas. Et quelle action tu penses qu'il serait nécessaire de mettre en place pour, justement favoriser, l'emploi des seniors? Est-ce que c'est qu'une question est-ce que les entreprises aujourd'hui, elles attendent, on va dire, des aides financières comme ça peut être le cas parfois, quand elles recrutent, des apprentis par exemple? Ou est-ce que c'est autre chose comme action, attendue par les entreprises? Bah, en fait, c'est toujours pareil, dire que c'est plusieurs actions. Qu'il y ait des aides financières pour engager notamment les PME à embaucher des seniors, on sait que ça marche, donc on aurait tort de se priver de ce levier-là. Après, je pense qu'il y a des choses beaucoup plus structurelles. Par exemple, je vais noter que ce gouvernement, d'ailleurs, avait mis en place le bilan santé à certains âges de manière obligatoire. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place, c'est une autre manière de soutenir financièrement d'ailleurs, une sorte de bilan de compétences pour anticiper deuxième partie de carrière. Parce qu'aujourd'hui, c'est souvent par défaut de s'en être occupé qu'on est obligé on ne trouve pas de solution en réalité. Il y avait aussi, j'ai vu que le Sénat avait réintroduit cette notion du CDI senior. J'ai proposé ça en disant, je constate que on a d'un côté des seniors qui ont comme obsession d'atteindre le taux plein, et c'est normal, et de l'autre, des entreprises qui ont comme crainte de recruter des gens à 57, 56 sans bien savoir ce qu'ils vont en faire quelquefois jusqu'à 70. Et bien donc, si on a inventé un CDI qui pouvait être remis en cause par l'une ou l'autre des deux parties au moment du taux plein, c'est une manière de répondre un peu d'un côté à la crainte et de l'autre à la volonté d'atteindre le taux plein. Donc, ça, alors ça a été plus ou moins repris par le Sénat, les gens de plus de 60 ans, bon, c'est déjà un premier pas, mais l'index senior, la proposition qu'on avait faite, c'était plutôt de mesurer les taux de mobilité professionnelle, parce qu'on sait que quand on a la mobilité professionnelle à l'intérieur de l'entreprise pour quelqu'un qui a 55 ans, c'est qu'il est toujours dans la dynamique de carrière. Mmh. De mesurer le taux d'accès à la formation, parce qu'à partir de 55 ans, ce taux baisse. Pas du fait seulement des entreprises, d'ailleurs, du fait des salariés eux-mêmes. Donc c'était plutôt un index qui permettait de s'assurer qu'il y avait des politiques volontaristes qui étaient mises en place en faveur des seniors dans les entreprises. Le gouvernement a fait le choix d'un index très coercitif, et ça n'a pas marché, parce que ces sujets-là, ça marche par la conviction, ça marche pas par la coercition. Donc il y a ça. Je pense qu'il y a aussi l'important, c'est soit donner un emploi aux gens, soit protéger les gens qui ne vont pas en leur en donner un. Voilà. Et donc il y avait sans doute quelque chose à faire sur des congés de fin de carrière pour les rendre accessibles, non pas seulement aux grandes entreprises, mais aussi aux PME et aux entreprises de moyenne taille, aux ETI. Donc voilà. Et puis après, c'est une action coordonnée. C'est pour ça qu'on a appelé ça, on a appelé de nos voeux un plan Un senior une solution, parce que le plan Un jeune une solution, il a marché. C'est-à-dire que l'État a investi et a lancé le sujet, les entreprises ont récupéré le sujet. Comme on dit, c'est une sorte de plan parfait, parce que les deux acteurs ont joué leur rôle. Je vois pas au nom de quoi les deux acteurs ne joueraient pas leur rôle dans le cadre du senior. Malheureusement, pour le moment, ça arrivera avec le temps. Et pour le moment, on ne voit pas de mise en place d'une politique volontariste pour traiter le sujet de l'embauche des seniors en France. Or, c'est ça l'urgence. Et puis, d'autre part, on peut s'inspirer d'autres pays. Par exemple, on sait que le Danemark a mis en place une sorte de pôle emploi dédié aux seniors, parce que on sait que quand un senior perd son emploi, il faut le plus vite possible lui retrouver un autre, l'aider à en retrouver un autre. Pourquoi? Parce que plus le temps passe entre le moment où il le perd et le moment où il le retrouve, plus ses chances d'en retrouver un baissent. Beaucoup plus vite que quelqu'un qui a 40 ans. Et par conséquent, ça aussi, ça peut être une mesure à mettre en œuvre. Je crois qu'elle est plus ou moins dans les limbes du gouvernement, on avait dit Olivier Dussopt, tant mieux. Mais il y a une sorte d'urgence à agir, et voilà. Et puis après, le dernier point, c'est sans doute d'engager les entreprises
et là c'est la responsabilité des fonctions ressources humaines, à intégrer beaucoup plus fortement et de manière beaucoup plus fine le sujet des seniors à partir de l'âge de 50 ans à peu près, dans les plans issus des accords qui existent de gestion des emplois et des parcours professionnels, pour pas se retrouver finalement une situation à 57-58 où il y a que deux solutions, qui est soit de garder quelqu'un dont on ne sait plus très bien s'il est capable d'être productif, d'un côté, ou de s'en séparer. C'est un peu la peste et le choléra, ça. Donc il faut éviter la peste et le choléra. Donc ça, je pense que ce sont autant d'éléments qui, pour le moment, n'apparaissent pas dans les politiques publiques. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est une question de volonté politique, de problématiques Bah, financières, de contraintes, techniques, euh, non, parce que je sais pas, moi, la bah, conviction? on peut déjà en déduire qu'il y a une absence de volonté politique. Je pense pas que le sujet, parce qu'évidemment, il faut faire le calcul en net. C'est-à-dire que si on arrive à augmenter le nombre de seniors en emploi, ça génère de la cotisation sociale. C'est pas des gens qui sont payés par Pôle Emploi, et par conséquent, on y gagne. Voilà. Et puis l'autre point, et c'est peut-être là où manque la volonté politique, c'est que moi j'ai la conviction que ce sujet de l'emploi des seniors, et je l'ai depuis longtemps, c'est d'abord un sujet sociétal. À la mesure où on peut pas à la fois d'un côté reconnaître qu'il y a des aidants, etc., et ça c'est très bien, puis pas tirer les conséquences du fait que quelqu'un qui perd son emploi à 57 ans, il touche sa génération, évidemment, il touche peut-être sa génération de ses parents, parce qu'il les aide, notamment, on sait que les établissements spécialisés sont très coûteux, et surtout, il aide aussi généralement ses enfants compte tenu des coûts de logement, etc. Donc c'est un problème sociétal, en fait, ce sujet-là, et qui n'est pas adressé comme tel. C'est pas que un problème économique, c'est pas que problème de taux d'emploi, de ceci ou de cela. Voilà, et encore une fois, et en plus, on est capable d'évoluer. Les entreprises ont montré que leur capacité, les chiffres le montrent, hein, leur capacité à conserver les seniors était plus forte qu'avant. Et puis, il y a autre aspect qui est peut-être dans le discours. Moi, je suis toujours un petit peu lassé. Quand on parle politique d'emploi des seniors, immédiatement, on parle de mentorat, de tutorat, comme si c'était des demi-salariés. C'est pas vrai. Senior, c'est un type une femme qui est capable de travailler, d'être productive, d'être évaluée, d'être sanctionnée quand ça va pas, comme un salarié normal. Si à chaque fois qu'on parle d'emploi des seniors, on les renvoie vers le mentorat et le tutorat, alors ça veut dire qu'on ne les intègre pas à la vie de l'entreprise. Et puis, vous avez des tas de gens qui n'ont pas du tout envie de faire du mentorat, du tutorat. Ils ont envie de travailler, c'est Oui, tout. complètement. Voilà. Donc, tout ça mis bout à bout fait que je doute qu'il y ait une volonté politique. Et il y a un certain nombre de seniors qui n'arrivant pas à trouver, un emploi, comme salariés finalement, créent leur entreprise. Ils s'essayent pendant, 1 an, 2 ans, 3 ans et puis parfois reviennent, dans le monde du travail salarié. En tout cas, ils essayent. Quel regard, en tant que DRH, tu as sur les gens qui ont, comme ça, eu des parcours, un peu de salariat, un peu d'entrepreneuriat, Non, moi, je trouve ça très bien, d'ailleurs, qu'ils le font par conviction et pas par obligation. Une entreprise qui est créée parce que j'ai pas d'autre choix, je pense pas que ce soit la meilleure des motivations. Une entreprise que je crée parce que j'ai envie de me lancer, de me tester, de prendre mon risque, alors c'est plutôt bien. Mais je fais pas le reproche à ceux qui se lancent par obligation. Mais quand j'entends effectivement certains politiques dire on n'a jamais eu autant de création d'emplois, de création d'entreprises, j'invite à une forme de prudence dans l'évaluation. Parce que quelles sont les entreprises qui ont été créées parce que les gens n'avaient pas d'autre solution. mmh et combien d'entreprises, perdureront au bout de 3 ans? Déjà, ça, c'est le risque. C'est le risque. Donc, c'est courageux. Moi, je suis très admiratif des gens qui font ça. C'est courageux. Je leur souhaite voilà, que ça dure plus de 3 ans. Mais au moins, ils ont pris un risque. Alors tout à l'heure, tu parlais des mesures, je crois que tu disais les mesures coercitives avec, des questions de taux. On le fait par exemple pour les travailleurs handicapés, où on a, en tout cas un objectif, et de 6 d'emploi et si à un moment donné, l'entreprise les atteint pas, elle paye une contribution, qu'on pourrait presque dire, une pénalité. Est-ce que tu penses que, ça enfin, pour quelle raison ça ne pourrait pas être mis en place pour les seniors, par exemple? Mais parce que je pense qu'il faut arrêter de découper en rondelles
les sujets de société en termes d'emploi. Et qu'il faut arrêter de se dire que tout se fait par la contrainte et rien par la conviction. Voilà, donc je pense que compter le nombre de seniors, ça n'a aucun intérêt. Mais est-ce qu'on aurait réussi à avoir cette politique, travailleurs handicapés s'il n'y avait pas eu cet objectif de taux d'emploi? Non, mais la situation est très différente. Ce sont pas des éléments comparables. Les travailleurs handicapés, c'est une manière de restaurer une forme d'inégalité dont personne n'est responsable, si ce n'est la malchance. C'est pas du tout la situation des seniors. Les seniors, la situation, c'est d'arrêter de penser que la vie professionnelle dure de 25 à 40 ans. C'est de la culture. Mais je ne crois pas une seule seconde que ce soit, comment dire, la coercition qui corrigera la culture. Donc, c'est comme, je me souviens avoir discuté avec l'ancienne ministre de l'égalité professionnelle qui s'appelle Elisabeth Moreno, qui est une femme remarquable, en lui disant, mais à force de faire des index et des machins dans tous les coins et de compter tout le monde, en fait, vous poussez les entreprises à avoir des politiques du chiffre, qui consistent juste à dire, alors là, la case machin, je la coche, la case machin, je la coche. Non, moi, je rêve un jour d'un index inclusif. Parce que, je vais vous prendre un autre exemple qui est l'exemple femmes-hommes. Pour certaines entreprises du bâtiment, c'est plus compliqué que pour L'Oréal. Donc, si on passe son temps à avoir des approches comme ça, très mono-sujet, on ne prend pas en compte la diversité des entreprises, la diversité des métiers, la réalité, etc. etc. Donc, ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est pas en comptant qu'on résout le problème. Euh, je me souviens que, euh, d'ailleurs, en plus, compter, ça pousse au fameux name and shame. Moi, j'avais un patron qui disait la réponse à un problème est une solution, c'est pas un coupable. Voilà. Donc, ce qui est vrai, ce qui est vrai. Et par conséquent, je pense que les phénomènes coercitifs, punitifs, créent des coupables, mais ils créent pas des solutions. Alors je te rejoins, je suis, comme toi assez, gênée, hein, quand il s'agit de fixer, un taux, cible. Hem, Parce que je préfère, qu'on parle de la compétence. Voilà, je pense que ça me semble toujours, plus important et en même temps, je reconnais que, c'est peut-être par ces, taux que, la réalité a peut-être évolué dans certaines entreprises. Oui, mais je sais bien, notamment sur l'égalité femmes-hommes, mais moi, sur l'égalité femmes-hommes, par exemple, les fameux index médicaux, je trouve très bien, donc je n'ai pas de débat avec ça, je trouve très bien dans 4 de ces 5 critères. Et d'ailleurs, c'est les 4 ou 5 critères les plus intéressants. C'est-à-dire ceux qui concernent l'accès équivalent en termes de rémunération, le fait qu'une femme soit en congé maternité ne doit pas avoir un impact négatif sur sa rémunération, parce que tout ça, c'est des outils collectifs. Dans les critères, il y en a un qui me paraît toujours curieux, c'est le nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations, qui est un critère individuel, qui est presque un critère de lobby, en fait. Or, on n'a malheureusement pas constaté que parce que on suivait ce critère-là, ça a amélioré le sort des femmes à des niveaux plus bas dans l'organisation. Or, ce qui m'intéresse, moi, dans l'égalité femmes, c'est que cette égalité soit partout et qu'elle ne soit pas que... C'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas un grand admirateur de la fameuse loi Rixin, parce que je pense que on est en train de confondre... Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'ensemble d'égalité femmes-hommes soit présente dans toute l'organisation. Et pas que en haut. C'est pour ça que sur les critères pénicaux, les 4 premiers critères qui sont des critères collectifs sont intelligents. En revanche, les critères qui concernent les 10 plus hautes rémunérations, je ne vois pas la cohérence. Le fait qu'il y ait X femmes dans les 10 plus hautes rémunérations d'entreprise ne signifie pas pour autant qu'il y a de l'égalité ailleurs. Oui, ça c'est sûr. Hem, Tout à l'heure, tu parlais justement d'avoir, des approches, inclusives. Tu me fais penser en fait, l'autre jour, je regardais une étude sur, la question de, l'écriture inclusive
Et cette étude démontrait que, naturellement, quand on parle, quand on demande à quelqu'un, par exemple, «Citez-moi, le candidat, je sais pas, le plus pertinent, pour être, président de la République», si on dit «le», naturellement, les gens vont penser à des noms d'hommes. Alors que si on dit «le» ou «la», candidate, les gens vont finalement ouvrir un peu leur esprit, en se disant: «Ah bah oui, effectivement, je peux aussi intégrer le genre féminin». Ouais, Et donc dans cette étude, hein, ce qui ressortait, c'est que, naturellement, on a une, mmh, manière de penser qui est quand même favorisant plus, on va dire, les hommes que les femmes. Et donc voilà, le résultat de l'étude était de dire, bah, des fois, il faut peut-être, mettre le «là» pour s'assurer que tout le monde pense à «là». Voilà, c'est un peu je fais le lien avec la question des genres, dans le monde du travail. C'est-à-dire que, aujourd'hui, dans une offre d'emploi, on va mettre, directeur homme-femme et ou directeur, directrice, et je pense qu'effectivement, ça a quand même permis, ouais. de faire évoluer un petit peu les mentalités. Après, ça garantit, évidemment pas, du tout, l'équité homme-femme, ça c'est sûr. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais je vais te raconter une histoire. Comme tu sais, j'étais DRH de Loramarin Russie. Donc c'est une entreprise qui est partie de zéro. Moi, je suis arrivé, il y avait 300 salariés, je suis reparti, il y en avait 10 000 ou 11 000. Donc on est parti de rien. On n'avait pas de, on n'avait pas de, voilà, elle est née en 2004 ou 2005, je pense. Moi, j'ai constaté que, comme là, j'étais que sur la compétence, que j'avais pas de phénomène culturel, j'avais rien de tout ça. J'avais plus de femmes directeurs de magasins que d'hommes. J'avais la directrice, la patronne de la logistique, c'était une femme. Alors que tu te dis dans un magasin de bricolage, a priori, eh ben non. Je pense que tout ça, tout ce que tu viens d'évoquer, c'est vrai, sauf qu'on en oublie une chose, c'est que L'Oréal, qui a toujours été une boîte très en avance sur ces sujets-là, DRH Monde, Jean-Claude Legrand, qui a été vraiment à l'origine de la politique autour de ces questions de diversité et inclusion, il y a 20 ans, dit il faut une génération pour changer les choses. Mmh. Il faut une génération, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire. Moi, j'ai un exemple, quand j'étais DRH de la Massif, me suis attaché à faire en sorte que quand j'avais un homme directeur d'un service, son adjoint était une femme, et quand j'avais une femme, son adjoint était un homme. C'est une manière de créer des doubles filières. Ça a plutôt bien marché. Donc c'est pour ça que je, 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 je comprends le sujet, mais en même temps, je me dis, il ne faudrait pas qu'à la fin de l'histoire, on substitue une inéquité de traitement à une inégalité qui n'est pas plus normale. Mmh. Quand je vois qu'aujourd'hui, certains chasseurs de tête me disent, ah non, sur ce poste-là, il faut une femme. Imagine s'ils me disaient, sur ce poste-là, il faut un homme. Tout le monde se mettrait à hurler. Bien Donc, sûr. je crois que, alors c'est bien, tout ça que je suis favorable à l'index Pénicaud, il fallait accélérer le truc, il fallait renforcer la prise de conscience, etc., etc. Et tant mieux, les choses avancent. Et puis moi, j'ai beaucoup d'espoir parce que la nouvelle génération, elle s'en laisse pas compter. Mais on peut pas dire comme si ça n'existait pas, que oui, il y a une culture. Alors on peut la regretter, on peut regretter qu'elle existe, on peut dire qu'elle n'est pas bien, on peut dire qu'elle est scandaleuse, on peut dire tout ce qu'on veut, mais elle est là. Donc il faut admettre un certain nombre de temps. Et en cela, les logiques de rôle modèle, les logiques de politique volontariste à l'intérieur des entreprises prouvent qu'on peut faire les choses. Prouvent qu'on peut faire les choses. Simplement, c'est une affaire de conviction. Et sur ce plan-là, moi j'ai toujours observé que quand les dirigeants ont des convictions fortes et ancrées sur cette égalité, etc., alors ça avance. Alors ça avance. Donc c'est vraiment, voilà. Donc je pense que quand, c'est pour ça que l'index a certes accéléré les choses, mais lorsqu'on a voulu intégrer des logiques de name et de shame, alors ça a commencé à mal se passer. Parce que deux entreprises se ressemblent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. En revanche, je pense qu'il faut être extrêmement strict euh, sur l'égalité salariale. Et ça, on a fait des progrès énormes parce que quand on regarde les chiffres, c'est pas moi qui le dis, euh, l'écart aujourd'hui constaté à poste et à responsabilité égale est de 4%. 4%. Ce qui est trop, mais enfin, c'est déjà beaucoup moins qu'avant. Tant mieux. En revanche,
J'avais en tête moi, 9% à peu près sur la dernière étude, Non, il est de 4% à poste et responsabilités égales. En revanche, il est sur le volume général beaucoup plus important parce que, et ça c'est un autre sujet, beaucoup de postes à majorité féminine sont des postes à plus faible revenu, d'une part, et d'autre part, dans les postes à temps partiel, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Forcément, ça déséquilibre les choses. Puis après, il y a un troisième élément, mais c'est pour ça on avance bien, et tant mieux, et c'est un sujet très important. C'est qu'il y a un sujet aussi dans l'éducation nationale et dans la formation initiale. On sait très bien que la France ne produit pas assez d'ingénieurs. Parce que le modèle pousse pas forcément, il n'y a pas assez de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs. Ça doit pouvoir se corriger. alors comment on corrige, j'allais dire comment on corrige ça et comment on fait pour, tu parlais de la conviction des dirigeants. Oui, comment on fait pour à un moment donné faire évoluer les convictions des dirigeants? Que ce soit d'ailleurs en faveur de l'égalité et de l'équité des genres comme, d'autres sujets, hein. Oui, mais je pense que la conviction des dirigeants, elle a une bonne cause ou une mauvaise cause. Elle a une bonne cause qui est la conviction du dirigeant qui dit: «Bon, moi j'en ai marre de ces situations d'inégalité ou d'inéquité, donc je vais y mettre fin dans mon entreprise». Et d'autres, c'est une des vertus de l'index Pénico d'ailleurs, qui dit: «Ça devient un enjeu de marque employeur, donc je vais m'en occuper». Le principal, c'est que ça avance. Et ce que je pense aussi, c'est que, tout à l'heure, c'est-à-dire que les nouvelles générations, elles ont beaucoup plus de conviction sur ce sujet. Et d'ailleurs, j'observe que moi, il y a beaucoup de jeunes femmes chez L'Oréal, elles s'en laissent pas compter, comme c'était sans doute le cas des générations précédentes. C'est sur ces bonnes paroles de Benoît concernant la nouvelle génération que s'achève notre premier épisode de Valeurs agitées avec ce DRH de renom. Je vous donne rendez-vous tout de suite sur le deuxième épisode où nous allons parler du future of the work. En français, c'est mieux, je crois, vu mon accent? Le futur du travail. À tout de suite! Alors, c'est quoi pour toi le future of work? Puisque tout le monde en parle. Oula. Est-ce que pour toi, c'est, on va dire un concept un peu fumeux? Est-ce que ça se traduit par des choses vraiment concrètes? Est-ce que c'est uniquement le travail d'ailleurs qui doit évoluer et est-ce que c'est pas, plus globalement, la dynamique d'entreprise au sens large? Enfin voilà, j'avais envie de t'entendre, sur ce sujet. Et en fait, alors le future of work, c'est une espèce de formule marketing qui mélange tout. Bon, très bien. Il y a une chose qui est constatée, c'est que la fameuse crise Covid, elle n'a pas créé grand-chose. Elle a beaucoup accéléré de choses, elle a cristallisé des choses. Moi, j'entendais au moment du Covid, les gens disaient: «Les gens ont besoin de confiance», mais c'est pas nouveau. Mmh. Ça fait 20 ans. On le sait depuis toujours. Seulement, on n'avait pas vraiment raison de le mettre en œuvre. En revanche, la crise Covid, elle a permis une chose, c'est que notamment avec la mise en place durant les confinements de manière un peu forcée du télétravail, qui était très faible en France, pour mémoire, elle a montré aux gens que le modèle d'organisation du travail, qui date à peu près du milieu du XXe siècle, qui était le 9h-18h, pour faire simple, en fait, il y avait des solutions alternatives. Alors qu'on avait vendu à tout le monde qu'il n'y en avait pas, quand même. On l'avait vendu, non pas par méchanceté, mais parce qu'on n'y pensait même pas. Et puis, le modèle législatif français du travail est quand même très contraint. C'est très compliqué, d'ailleurs, on le paye aujourd'hui. Donc, le future of work, c'est un petit peu la cristallisation de tout ça. C'est-à-dire l'aspiration à plus d'autonomie, que les gens ont pu tester pendant le Covid, l'aspiration à plus de liberté d'organisation dans le travail, que les gens ont pu tester pendant le Covid, l'aspiration à plus de subsidiarité, à moins d'hierarchie, à plus de confiance, à tous ces éléments-là, à un rapport à l'entreprise plus adulte, plus équilibré qu'il existe. Tous ces éléments se sont cristallisés parce que, d'une certaine manière, la Covid a été un immense stress test de nouvelles formes d'organisation du travail, qui était contrainte par les protocoles sanitaires et tout ce qu'on connaît. Aujourd'hui, c'est légitimement, les gens disent, puisqu'on a été capable de le faire sous l'effet de l'urgence ou de la contrainte sanitaire, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas sous l'effet de la volonté? Le problème, il vient de là, en fait. Bon. Comme ça, le futur of work. Au début, je t'ai dit qu'effectivement, l'aspiration de la société à avoir de nouvelles formes de travail serait assez puissante pour finalement forcer cette transformation. Aujourd'hui, je pense que
ça fait pas très longtemps que j'ai inversé mon raisonnement et que le vrai sujet, c'est le futur de l'entreprise. Et que le futur du travail naîtra du futur de l'entreprise. C'est à l'entreprise d'oser, il y a eu des tests qui sont faits, hein, d'oser changer son modèle, faire évoluer son modèle. D'ailleurs, on le voit. Beaucoup de gens pensent que je suis contre la semaine des 4 jours. Je suis pas contre. Simplement, c'est un bon débat parce que ça montre bien que tout le monde tâtonne. On voit bien qu'on va pas pouvoir conserver le même modèle comme ça. C'est pas possible. Attends, c'est dans l'entreprise que les choses se feront parce qu'on s'est rendu compte pendant le Covid encore que l'entreprise était un lieu très important de lien social. Et donc, c'est dans l'entreprise que le futur du travail se construira. Il ne se construira pas ailleurs, il ne se construit pas à l'extérieur. Moi, je me souviens des fameuses déclarations des jeunes d'Agro Paris Tech, j'ai eu la chance de les rencontrer. Ils disaient, ils critiquaient l'entreprise, la planète, etc., bon, très bien, mais qui à la fin, en fait, sortaient du système, donc ils ne risquent pas de le changer. Il faut être dans le système pour le changer, il ne faut pas être à l'extérieur, sinon ça marche pas. Donc, je pense que le futur du travail passera par le futur de l'entreprise. Et il y a aujourd'hui des entreprises qui testent des trucs. Alors, la fameuse semaine de 4 jours, la liberté dans la prise des congés, le télétravail, la réduction des lignes hiérarchiques, voilà. Et le futur du travail, il viendra de là, en fait. Il viendra pas de trucs qui viennent de je sais pas où. Il viendra aussi de la révision des modèles de management, admettre le fait que le manager soleil, c'est un peu terminé quand même. Admettre le fait que les modèles de management doivent être beaucoup plus subsidiaires qu'ils ne le sont, et que c'est comme ça que petit à petit on fera évoluer, qu'on arrêtera de mettre des chefs et des sous-chefs partout. Qu'il faut autant valoriser les managers que les experts. Que voilà, c'est tous ces éléments-là, mais ça ne peut pas exister. C'est pas une loi qui va faire exister ça. Ça va exister dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire dans les entreprises. C'est pour ça que à la NDRH, on est plutôt partisan de dire tout ce qu'on peut, ce qu'ont d'ailleurs très bien fait les ordonnances de 2017, après la loi El Khomri, qui était envoyons dans le dialogue social de proximité de terrain le plus de choses possible. Parce que les solutions sont dans l'entreprise. Elles ne sont pas dans des grands machins qui sont pondus avec des accords nationaux. D'ailleurs, l'accord national interprofessionnel sur le télétravail qui a été signé en 2021, je crois, ou 2020, était extraordinaire parce qu'il était ni coercitif, ni obligatoire. C'est intéressant comme accord. Mais là, je pense que l'avenir est là. Il est dans la capacité. D'ailleurs, c'est ça qui fera revivre le dialogue social intelligent. On l'a vu pendant la crise Covid. D'ailleurs, un exemple très concret. Hein. Première période de confinement, on a eu quelques droits d'alerte, à droite à gauche. Deuxième période, zéro. Parce que les représentants du personnel et des directions trouvaient des solutions adaptées à la réalité de l'entreprise sur le terrain, dans tous les jours, et pas des grands machins qui tombaient d'en haut. Et ben, je pense que ce modèle-là, avec l'encadrement nécessaire, évidemment, pour éviter que les branches fassent n'importe quoi, etc., bien sûr, c'est quand même le bon modèle. Et donc, le futur du travail, il naîtra du futur de l'entreprise. Et le futur de l'entreprise, il doit être organisé, co-construit avec les salariés, avec les représentants, dans le cadre du dialogue social de proximité et avec un code du travail qui ne l'empêche pas. Et aujourd'hui, tu as le sentiment que le code du travail doit évoluer? Ou est-ce Oui. qu'aujourd'hui, il a suffisamment évolué, j'allais dire, pour pouvoir accompagner cette Non, transformation de l'entreprise? non, moi, on appelle tous au moins, on a constaté des évolutions de fait du travail. Donc, il faut des évolutions de droit. Alors, tout le monde connaît l'exemple très connu maintenant des fameux remboursements, des frais de déplacement. Quelqu'un qui décide de s'installer via son siège, son bureau à Paris et qui veut s'installer à Marseille, il peut à un moment ou à un autre imposer le fait que l'entreprise va lui rembourser 50% de ses billets d'avion. Quand même. Voilà. Le sujet de la responsabilité de l'entreprise quand un salarié est en télétravail en cas d'accident du travail. Le fait de la comptabilisation du temps de travail pour des gens qui sont, mettons, 30 ou 40% de leur temps en télétravail chez eux, ils ne vont pas pointer chez eux. Et pourtant, l'entreprise, elle a la responsabilité de leur garantir 11 heures de repos, enfin, toutes les règles. Donc, il faut au moins, moi, je ne sais pas s'il faut changer le code du travail, je dis simplement, il faut au moins avoir le courage de le relire à l'aune de cette évolution du travail, ne serait-ce que pour voir s'il n'y a pas de dispositions qui étaient très bonnes quand elles ont été écrites, mais elles n'ont pas été écrites pour ce monde-là du travail. Bon. Et puis, c'est une forme nécessaire d'anticipation. Dans une enquête de 2021, je crois, la NRH avait montré qu'on estimait qu'à horizon 2035, 50% des métiers seraient partiellement télétravaillables. Donc, on change de société du travail. Donc, on doit nécessairement regarder comment adapter la législation qui l'encadre.
Sinon, on aura un écart entre la réalité du travail et sa législation. Cet écart étant réglé par la jurisprudence, ce qui est très instable, et les entreprises détestent l'instabilité. Et quel est le rôle du coup de la NDRH, dans ce cadre-là? Cette analyse par exemple des textes dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que c'est un travail conjoint? Ah non, mais nous, on a fait des propositions, on a proposé le principe de la double responsabilité qu'on est en télétravail, donc on avance avec d'autres pour le faire. On travaille avec par exemple, on est un certain nombre, dans la suite d'ailleurs d'une avocate célèbre qui s'appelle Emmanuelle Barbara, qui est associée d'Auguste Bouzou, qui est une remarquable avocate de droit social et qui dit depuis longtemps, moi j'ai fait une tournée de conférence avec elle en 2018, donc elle le disait déjà, avec le Covid, elle dit le monde du travail a changé, il est quand même beaucoup plus fondé sur la collaboration et la coopération entre les gens, ce que disent les modèles de management d'ailleurs. Eh bien, il faut peut-être regarder comment substituer au lien de subordination contenu dans le contrat de travail le lien de coopération. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis ayons au moins le courage de nous poser la question. Et quel type de relation aujourd'hui tu penses que les salariés attendent de leur employeur? On parle beaucoup d'entreprises, de plus en plus, basées sur des modes participatifs, d'entreprises libérées, tu vois? D'entreprises, qui vont être dans des logiques, d'ouverture très fortes des salariés, jusqu'à, l'entreprise libérée où il y a carrément plus de, potentiellement, il y a carrément plus de managers et le salarié prend part aux décisions à la fois opérationnelles, mais aussi stratégiques. Tu en penses quoi de ça? Non, d'abord, je pense que enfin, je connais la théorie des entreprises libérées, vendues par Isaac Gates, pas de manager, tout le monde donne son avis sur tout. Ok. Si on n'avait pas eu de manager pendant le Covid, ça aurait été une catastrophe. Bon. Donc déjà, parce qu'il faut, comme disait Talleyrand, tout ce qui est excessif est dérisoire, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En revanche, le sujet de l'aplatissement des structures hiérarchiques ne signifie pas la disparition de la hiérarchie. Ça signifie juste qu'on arrête d'avoir des chefs partout, quoi, de manière à donner plus d'autonomie, plus de confiance aux gens. Ça va avec la subsidiarité. C'est-à-dire que la subsidiarité, c'est quoi? C'est s'interdire d'intervenir dans le champ de responsabilité de la ligne du dessous. Parce qu'on lui fait confiance pour exercer son travail correctement. C'est pas ce qui se passe dans les boîtes aujourd'hui. Tout le monde passe son temps à intervenir dans le champ du dessous. Fait que personne ne sait qui est responsable de quoi. Ça, c'est la première des choses sur l'aspect purement managérial. Deuxième chose, oui, il faut associer les salariés, mais on sait très bien qu'à un moment, la hiérarchie, la hiérarchie est normale dans une organisation. Ce qui est anormal, c'est quand elle est complexe, trop nombreuse, trop d'étages et finalement sclérosante. Parce que le pendant de la hiérarchie, c'est la responsabilité. Si on est dans une situation de verticalité hiérarchique intelligente, celui qui décide assume. Quand vous avez trop d'hiérarchie, finalement, on dilue la responsabilité parce qu'on ne sait plus qui prend la décision. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut écraser les lignes hiérarchiques partout et les faire disparaître. Après, le modèle de management consistant à associer les gens au devenir, au futur de l'entreprise, je le connais par cœur, c'est un truc qu'a mis en place Laura Merlin il y a plus de 20 ans. Donc, je sais comment ça marche. C'est très efficace. Mais le pendant de cela, c'est que du coup, on en parle, c'est un des sujets du moment, le fameux partage de la valeur. Quand vous associez les gens à définir une stratégie, il ne faut pas s'étonner qu'un matin, ils viennent vous dire, puisque cette stratégie vous a rapporté beaucoup d'argent, ça serait bien que ça m'en rapporte aussi. C'est normal, il faut être logique, jusqu'au bout. Donc ça, c'est une deuxième dimension. Et la troisième dimension, c'est le fait que, en se forçant à réduire les lignes hiérarchiques, on revalorise la fonction d'expert. Parce que vous créez des parcours transversaux. Or, vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui sont... Vous savez, il y a une enquête qui est faite par le BCG il y a 2 ans, que j'avais participé, qui indiquait que 15% des non-managers seulement rêvent de devenir manager. Ça ne veut pas dire qu'ils rêvent de dire rien, ça veut dire juste que ça ne les intéresse pas à manager des gens. En plus, le manager de proximité, c'est un peu le marteau et l'enclume. Voilà. Parce qu'il y en a trop. Non pas de manager de proximité, mais au-dessus, ils ont trop de couches. Ils n'ont pas assez de couches en dessous. Donc voilà, donc il faut revaloriser la fonction de management, mais surtout arrêter de dire la pyramide managériale fonde
la pyramide de rémunération. Et la pyramide managériale, elle existe, il ne faut pas qu'elle soit trop découpée. Mais en revanche, elle ne doit pas, c'est pas elle qui doit fonder intégralement la pyramide de la rémunération. Un expert doit pouvoir se rémunérer aussi bien qu'un manager. Or, dans beaucoup d'entreprises, quand même, ces deux pyramides sont parallélisées. Oui, le manager, est plus reconnu, parce qu'on Et oui, considère qu'il a des responsabilités supérieures, oui, parce bien sûr, mais pendant la crise Covid, notamment les confinements où les gens n'étaient pas là, donc on les a fait travailler online. On a découvert qu'on était donc capable de prendre des décisions sans faire 200 PowerPoint et 400 réunions. Et la parole de l'expert avait plus de poids. Il fallait décider vite et juste. Eh ben, si vous arrivez à faire collaborer correctement manager et expert, l'expert vous permet de décider juste, le manager de décider vite. et ces derniers mots de Benoît nous invitent tout naturellement à écouter le 3e épisode consacré à la question du management. Quel est le rôle et la place du management supérieur, du management intermédiaire et du management de proximité? Comment s'organise ce travail et quelle est la place du management par la confiance? Quel est le rôle du feedback? Est-ce que la GPEC a toujours un avenir? Et l'évaluation, à quoi ça sert? Je vous propose d'écouter tout de suite les réponses de Benoît Serre sur le 3e épisode de Valeurs agitées. À tout de suite! Est-ce qu'aujourd'hui, les managers sont prêts à évoluer? Est-ce qu'ils sont, suffisamment, eux-mêmes matures et en maîtrise même de leurs compétences managériales? C'est-à-dire qu'on voit aussi, certains experts devenus managers pour pouvoir progresser, professionnellement, mais qui n'ont pas forcément la fibre managériale et parfois ils n'ont pas non plus eu de formation pour les accompagner. C'est assez courant, alors peut-être, moins dans les gros groupes, mais mais en tout cas, dans un certain nombre de TI ou même, PME, c'est assez courant. Comment on fait pour accompagner les managers à Ouais. être des meilleurs managers? Bah, d'abord, on le fait beaucoup. On le fait déjà en s'attachant à rendre. Vous savez, quelquefois, les managers sont pas bons, non pas parce qu'ils sont pas bons, mais parce qu'ils sont confrontés à quelque chose qui est redoutable dans les entreprises, qui est l'inconstance de la décision. C'est-à-dire que ce qui est vrai le lundi devient faux le mardi, le mercredi, il y a quelqu'un d'autre qui parle, on change d'avis. Enfin bon, c'est épuisant. Parce que c'est eux qui portent ça devant leurs troupes. Tout à fait. Donc, c'est épuisant. Donc déjà, je pense que quelquefois, ce qu'on appelle, enfin, le fait qu'ils soient pas perçus comme des bons managers, c'est pas forcément de leur faute. Déjà. C'est parce qu'ils sont mal managés. Et un manager mal managé, il managera mal. Donc, je pense qu'on s'attache beaucoup à former les managers de proximité. On devrait aussi s'attacher à former les managers du dessus. Ils sont moins de proximité. Donc, voilà, donc c'est une première chose. La deuxième chose auquel on fait pas, je crois, assez attention, le premier d'ailleurs, hein, c'est qu'on s'est beaucoup intéressé à ce qui entourait le travail. On ne s'est pas assez intéressé à ce qu'on appelle la qualité du travail. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé aux conditions de travail, à l'environnement de travail, tout ça c'est très bien. Mais on a oublié la qualité du travail. Donc quand vous ne savez pas bien où vous vous trouvez dans la chaîne de valeur de l'entreprise, quand vous ne savez pas très bien en quoi vous êtes utile à l'amont, à l'aval, il y a un moment où vous avez ce qu'on appelle le sens du travail, vous l'avez un peu perdu. Quoi. Vous vous dites, après tout, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas pourquoi je le fais, je ne sais même pas à quoi ça sert. Allez trouver de la motivation quand vous êtes confronté à cette réalité-là. Je pense que le travail qui a été fait sur les conditions de travail était très bien, bon, c'est parfait. Maintenant, il faut que les entreprises, les organisations, les DRH travaillent beaucoup plus sur la qualité du travail. Est-ce que les gens ont bien compris où était leur place, pourquoi ils sont là, en quoi leurs compétences sont indispensables pour exercer ce métier, et d'une certaine manière, en quoi ils ne sont pas interchangeables, en quoi ils ne sont pas irremplaçables. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de, on va dire, la complexification de nos organisations et notamment, aujourd'hui, il y a beaucoup, de grosses structures organisées, en mode matriciel où, du coup, on a, des salariés qui ont, à la fois rendre des comptes à un manager hiérarchique, mais aussi, parce qu'ils participent à un portefeuille, de produits, par exemple, ou à une chaîne, de fonctionnement, ils ont aussi à rendre des comptes de ce côté-là. Hem
est-ce que c'est pas, finalement, mettre les salariés en difficulté? Bah, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que si le matriciel, ça consiste à ce que plus personne ne comprenne qui est responsable de quoi, alors c'est une catastrophe. Voilà. Si le matriciel, ça consiste à faire comprendre aux gens qu'il est normal qu'il y ait plusieurs éléments à prendre en considération pour prendre la bonne décision, alors c'est efficace. Malheureusement, l'être humain étant ce qu'il est, le matriciel devient par moments plutôt une logique d'opposition des pouvoirs que de co-construction de la solution. Et du coup, effectivement, la personne, elle est coincée entre 3, 4, 5, 6 personnes qui toutes donnent un avis. Finalement, on ne sait pas qui décide, quoi. Donc, moi, j'ai le matriciel, il a plein de vertus. Il a des vertus dès lors qu'à un moment, on sait qui décide. Quelquefois, le matriciel, quand je parlais de l'inconstance de la décision, le matriciel peut générer de l'inconstance de la décision. Autrement dit, de l'insécurité dans la décision. Et puis après, ça pose aussi la question de, comment on reconnaît, la contribution du salarié, alors qu'il est évalué, généralement par un hiérarchique, mais qu'il peut, contribuer à tout un tas d'autres projets qui ne relèvent pas forcément de la responsabilité de son hiérarchie. Ah oui, mais ça, oui, bien sûr. Mais ça, encore une fois, c'est pas un problème, c'est pas un problème lié au matriciel, c'est un problème lié aux critères d'évaluation ou au modèle de fonctionnement. D'ailleurs, sur l'évaluation, je trouve qu'on a des approches très infantilisantes, quand même. J'allais te poser la question, qu'est-ce que tu penses de nos modes d'évaluation aujourd'hui Bah, en j'en ai vu entreprise? quelques-uns qui sont très bien, mais j'en ai vu beaucoup qui sont très infantilisants. Enfin, c'est un peu comme nos modes de recrutement, d'ailleurs. Pareil. Voilà, donc je pense que il faut l'évaluation, elle a un intérêt dès lors qu'elle fait progresser. Et quand on est sur une évaluation de quelqu'un qui manage, moi j'ai toujours trouvé que, en tout cas à titre personnel, je suis beaucoup plus intéressé par l'évaluation que font mes collaborateurs de mon job que mes chefs. Voilà, honnêtement. Sauf que ce que disent les collaborateurs de ton job, est-ce que tu le sais? Comment tu le sais? Est-ce qu'ils osent te le dire? Bah, d'abord, je leur demande, Mais est-ce qu'ils osent? bien sûr. Ça demande déjà une culture d'entreprise, suffisamment, ouverte. Bah, du feedback, oui, c'est vrai. Oui, bien sûr, mais ça peut aussi se structurer. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'étais au BCG. Au BCG, tous les 6 mois, il y a une évaluation qui est faite des partenaires, où le poids de l'évaluation des équipes avec qui on travaille est plus lourd que celui des patrons. Mais ça, c'est de la volonté, hein. C'est de la volonté. Mais par contre, il faut avoir le courage de prendre le feedback. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Oui, mais en même temps, le Bah, bien sûr, feedback, entre guillemets, c'est ce qui permet d'avancer. bien sûr. C'est-à-dire que ou en tout cas d'avancer, dans la Bien bonne sûr. direction avec, quelques indicateurs, notamment de ses collaborateurs. Bien sûr. Moi, je pense que l'évaluation, elle doit faire progresser. Et je trouve que dans le cas du management en particulier, l'évaluation des L-1 ou des L-2, ou je sais pas combien, est beaucoup plus intéressante, elle est beaucoup plus enrichissante. Pour faire une évaluation, son rôle, c'est faire progresser, c'est pas sanctionner. Et ben, je trouve que c'est plus enrichissant de savoir, de demander, d'ailleurs les nouvelles générations, elles vous le disent sans que vous le demandiez déjà, donc ça c'est bien, comment ils vous évaluent. Il faut avoir le courage d'être. On accepte d'être évalué dans un taxi ou je sais pas quoi. Pourquoi on ne le serait pas dans l'entreprise? Voilà, donc c'est pas grave. Donc je pense qu'il faut. L'important, c'est d'avoir une évaluation qui s'objective en acceptant l'idée elle n'est jamais totalement objective. Ça existe. C'est-à-dire qu'on va développer une appli, pour que chacun puisse Non, noter, non, son collègue? mais non, c'est du management. C'est du management. C'est de la relation humaine, en fait, ces trucs-là. Pas une appli où je trouve qu'on se met à saisir ce qu'on se raconte en entretien. D'ailleurs, j'ai toujours été frappé, alors peut-être que j'étais pas dans les bonnes boîtes ou que j'ai pas bien fait mon boulot, j'en sais rien. Enfin, les fameux entretiens d'évaluation, on saisit des tonnes de trucs dont on ne fait rien. Dont on ne fait rien. Donc voilà, l'évaluation est utile,
Elle ne peut jamais être totalement euh, objective. Elle est nécessairement partiellement subjective. Et c'est parce qu'elle est partiellement subjective qu'elle a de la valeur. Parce que c'est nécessairement une évaluation, comment dire, qui a une dimension humaine, quoi. Sinon, on fait évaluer tout le monde par des machines, hein, c'est plus simple. Ce sera peut-être le cas demain d'ailleurs. Ben, j'espère pas. Moi non plus, parce que moi, ce que je préfère évidemment dans l'entretien d'évaluation, c'est l'échange. Ah oui, La formalisation derrière, ça me fait suer. bien sûr, bien sûr. Je suis pas toujours très bonne d'ailleurs dans le respect des délais. Non, mais là, non, mais moi, encore une fois, qu'on saisisse derrière la reformulation, ça, c'est utile si on en fait quelque chose. Mais je vois beaucoup d'entreprises qui n'en font rien. Alors qu'est-ce qui fait qu'on n'en fait rien? Parce que ça reste quand même une information, riche qui peut être utile pour l'évolution de l'entreprise. Oui, je suis d'accord, mais j'ai toujours observé qu'on n'en faisait pas grand-chose. Mmh, je suis d'accord, j'ai eu les mêmes observations. Pourquoi j'en sais rien, mais c'est comme ça. Je constate ça. Moi. Oui, oui, je suis d'accord avec toi et pourtant, tu vois, moi, j'aime à dire que le feedback, c'est un peu le miroir, informant et pas déformant. C'est voilà, une manière de pouvoir, renvoyer à l'autre des informations qu'on pense, lui être utiles pour qu'il puisse progresser. Mhm. Bien sûr, Sinon, ça n'a aucun bien sûr. intérêt et donc pour moi, l'évaluation s'appuie sur une forte conviction humaine de chaque personne est capable de progresser. Si on pense qu'il est pas capable de progresser, ça vaut même pas le coup de faire l'entretien. Ah ouais, alors, ça c'est encore un autre sujet. C'est-à-dire que je pense qu'on travaille beaucoup trop en évaluant par rapport à l'objectif fixé et pas par rapport au progrès réalisé. Mmh, tout à fait. Or, évaluer par rapport au progrès réalisé, c'est la meilleure manière de continuer à progresser. Et sans avoir fait plus technique, si dans une entreprise, la plupart des gens progressent, il n'y a pas de raison que l'entreprise ne progresse pas. Oui et puis on peut atteindre des objectifs qui n'étaient pas fixés. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut à un moment donné produire quelque chose, réaliser quelque chose. Oui, et puis en plus, on n'arrête pas de parler du fait qu'on est dans un monde instable, VUCA, etc. Ben, ça vaut pour les objectifs. Donc, les objectifs qu'on fixe en janvier, dans quelle mesure est-ce qu'ils ont encore du sens en, en mars, en décembre? Il y a plein de choses qui vont changer. Du coup, naturellement, je vais te demander, est-ce que la GPEC a encore un sens aujourd'hui? Alors qu'il devient très difficile d'anticiper les évolutions de notre monde, on a déjà du mal à parfois anticiper des choses, j'allais dire, ne serait-ce que notre météo, par exemple. Est-ce que la GPEC devient encore plus pertinente parce que justement il faut essayer de fixer un cadre prospectif, même si on sait qu'il y aura des aléas? Ou est-ce qu'on se dit, «Bon, bah, finalement, il vaut mieux, j'allais dire jeter le bébé avec l'eau du bain, la GPEC n'a plus aucun sens»? Non, mais en fait, c'est toujours pareil. Si la GPEC, c'est construire un truc en disant maintenant on verra ça dans 3 ans, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est une GEP ou une GPEC, peu importe, glissant. Il y a des métiers qui sont assez stables. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Il y en a d'autres dont on pensait qu'ils étaient stables, finalement, ils ne le sont pas. C'est une nouvelle technologie ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est quelque chose, c'est un modèle dynamique, en fait. C'est pas un modèle statique. Euh, si on a une GPEC statique en disant, bah, je suis content, j'ai signé mon accord de GPEC, voilà, terminé, je le mets dans un tiroir et puis il ne passe plus rien. C'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, on parlait tout à l'heure du code du travail, le fait de s'attacher à la fiche de poste présente un intérêt très relatif, parce qu'elle change tout le temps. Donc, c'est pas très intéressant. Donc, la GPEC, la GEP, on veut. Je pense que la GEP, la gestion des emplois de elle est importante pour identifier quels sont, au regard de la stratégie de l'entreprise, de son environnement concurrentiel, des nouvelles technologies, de tout ce qu'on veut, les métiers en croissance et décroissance. Et il faut réviser, en règle générale, régulièrement, est-ce que ce métier-là est toujours en croissance, est toujours en décroissance? C'est la première partie. Deuxième partie, quels sont les métiers qui se transforment ou qui sont tellement transformés que ça devient des nouveaux métiers. Et ça, c'est une logique dynamique, c'est une logique glissante, c'est pas une logique statique. Et nous voici à la fin de ce troisième épisode avec Benoît Serre, DRH de L'Oréal et vice-président de l'Association nationale des DRH. Pour le quatrième épisode, nous allons parler conduite de changement, résistance de changement, transformation des entreprises,
Comment faire en sorte que les salariés vivent bien l'ensemble de ces changements aujourd'hui nécessaires dans notre monde du travail et notre monde des entreprises? Nous allons également parler de pénurie des talents, d'apprentissage, de marque employeur, de raison d'être, d'entreprise à mission et des intelligences artificielles. Je vous laisse découvrir tout cela dans l'épisode 4 avec Benoît Serre. À tout de suite. On parle de conduite de changement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se regroupent, qui fusionnent, des organisations qui sont bouleversées. Comment, quand on est DRH ou quand on est manager, on peut s'assurer que les salariés vivent bien ces changements déjà, que ces changements soient respectueux de la place de l'humain, que les salariés aient aussi une part dans la construction de ce changement, surtout au moment où on parle énormément d'épuisement professionnel, de démotivation, de désengagement. Bon, déjà, il faut accepter l'idée, tout le monde, ou la grande majorité des gens est toujours prêt à se transformer, sauf quand ça les concerne eux-mêmes. C'est normal, c'est une réaction humaine. Et que c'est une réaction humaine et qui surtout, c'est une réaction qui est essentiellement émotionnelle. Or, j'observe, et pour l'avoir fait moi-même, j'ai essayé de changer les choses, que souvent, quand on explique une transformation d'une entreprise, on est méga rationnel. On parlait à la réforme des retraites, c'est exactement ça. La retraite, on est rationnel, budgétairement, mais ça marche pas. Les gens ont une réaction émotionnelle à ce qui les concerne et c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est la première chose, c'est accepter l'idée que quelqu'un qui est rétif à la formation, à la transformation, n'est pas forcément quelqu'un qui est contre. C'est quelqu'un qui n'a pas une vision claire de la conséquence directe que ça a pour lui. Mais qui a au moins conscience qu'il va y avoir une transformation, ce qui est déjà un bon. Oui, oui, mais qui dit, tu sais, à un moment j'avais pris ça, je me souviens, c'était si je crois, comme métaphore. Évidemment, j'avais un DG et j'avais dit, bon, imagine, on te montre les plans d'un appartement, magnifique, dans lequel tu sais que tu vas être bien, il est plus grand, il est plus ceci, il est plus cela. Mais on t'explique que quand tu vas t'installer dedans, bon, on n'est pas complètement sûr qu'il ressemblera à tout ça. Bah, t'as plein de gens qui disent, écoutez, tant que c'est pas sûr votre truc, je vais rester dans mon vieil appartement à moi, parce que moi, celui-là, je le connais. Donc, il faut être le plus précis possible sur les évolutions concrètes qu'emporte la transformation chez les gens. Premier point. Deuxième point, on a tendance dans une transformation qui nécessairement peut créer des tensions, on a tendance à d'abord passer du temps avec ceux qui râlent, qui représentent à peu près 15 à 20% des gens. Dans ce temps-là, on ne s'occupe pas des 80 autres pourcents qui ne râlent pas et qui attendent. Et qui maintenant se disent, en fait, pour qu'on s'occupe de moi, il faut que je râle. Donc ils se mettent à râler. Donc il faut d'abord s'occuper, travailler, voir, rencontrer, écouter les gens qui... Je trouve que quelqu'un qui dit rien dans une entreprise en transformation, c'est toujours un peu risqué. C'est pas parce qu'il dit rien qu'il ne pense pas. Donc voilà, donc je pense que c'est la deuxième chose. Il ne faut pas être totalement marabouté par ceux qui, de toute façon, ne sont jamais contents. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, il faut quelquefois, et ça c'est très difficile, et déjà le rôle du DRH est majeur, avoir le courage de dire cette transformation est nécessaire, mais dans les conditions actuelles, on va la faire, mais un peu plus lentement. Un peu plus lentement. Oui. Parce que ça ne passera pas. Il y a combien de fusions-acquisitions, notamment dans les domaines industriels, qui étaient sur un plan technique, technologique, évident, et qui se sont fracassés sur le choc culturel. Mmh. Donc là, souvent, vous savez, quand on fait des due diligence, je pense que c'est intéressant de développer des due diligence humaines. Quels sont les points de frottement indispensables, ou nécessaires, ou inévitables entre les deux cultures? Comment les gens vont travailler? Parce que
On peut avoir les meilleures raisons du monde sur le fait d'unifier les modèles de production, d'utiliser les mêmes machines, de faire des achats groupés, d'optimiser ceci, de faire des économies d'échelle. Tout ça, c'est vrai. Si les gens ne veulent pas travailler ensemble, ça coûte beaucoup cher. Et voilà. Alors je te rejoins, j'ai fait, d'ailleurs un mémoire il y a 2 ans sur, l'impact des fusions sur les pratiques managériales et sur comment on fait pour justement accompagner les managers pour, j'allais dire, faire en sorte que le changement soit le mieux vécu par les salariés et en tout cas, qu'on arrive à aller jusqu'au bout du projet de changement, puisque à l'origine, c'est parce qu'il est nécessaire, hein, pour l'organisation. Et j'ai été stupéfaite par le peu de livres sur, la question managériale et humaine dans les fusions-acquisitions. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur, l'approche, financière, Oui, c'est vrai. l'approche technique, l'approche juridique. Mmh. Par contre, la question RH et managériale est effectivement très, très peu, outillée. Alors elle est très importante Je pense qu'elle est fondamentale, oui. et je fais le pari qu'elle deviendra de plus en plus importante. Oui, d'ailleurs, je pense que c'est effectivement aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles, certains changements sont parfois soit reportés et ça c'est dans le meilleur des cas, soit, abandonnés. Oui, bien sûr. Heu, Parce qu'effectivement, ça ne marche pas. Oui, oui, bien sûr, évidemment. C'est, Ah oui, ça c'est sûr. alors on parlait tout à l'heure un peu «d'outils» entre guillemets. Je voulais, t'entendre sur la question de l'avènement des intelligences artificielles. On oppose souvent, intelligence artificielle et humain. On sent d'ailleurs des résistances, hein, pour reprendre, ce qu'on se disait sur, cette question de conduite de changement. Mmh mh. Or, j'ai l'impression que, ça peut être complémentaire, ça peut peut-être permettre à l'humain justement de se concentrer sur, des activités à plus forte valeur ajoutée, en déléguant ce qui est, moins important ou moins intéressant à, des intelligences artificielles. Toi, tu en penses quoi? Bah, je pense que la crise Covid nous a permis de nous rendre compte que même quand on a les meilleurs outils technologiques du monde, quand les gens sont pas là, ça marche moins bien. Donc, enfin, on a compris que, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, augmentent les gens sans les remplacer et qu'il faut penser ça comme ça. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, ça m'a rappelé, je me souviens, quand le e-learning s'est développé. Et développé, moi j'entends, j'écoutais les gens qui m'expliquaient que le e-learning allait remplacer le formateur, la pédagogie, la forme, tout. On s'est rendu compte que c'était pas vrai. Il y avait des choses qui étaient pertinentes à faire à distance et d'autres qui ne l'étaient pas. Je pense que l'intelligence artificielle, ça va être pareil. C'est-à-dire on va petit à petit se rendre compte qu'il y a des choses pertinentes à faire par ce biais et d'autres qui ne le sont pas. On a eu un autre exemple récent. Moi, j'ai vu je ne sais pas combien de start-up, de machins, de recrutement m'expliquer qu'on n'avait plus besoin de recevoir les gens, que maintenant il suffisait de croiser les datas et on aurait le bon candidat au bon moment, etc. Ce n'est absolument pas vrai. La seule chose que je constate, c'est que l'avantage de l'intelligence artificielle dans le recrutement, c'est qu'elle a permis d'évacuer toute la partie objective. Qu'est-ce que la personne a fait, quelles sont ses expériences, etc., etc. Mais à la fin du fin, le recrutement de quelqu'un, c'est une dimension humaine. Et ça, l'intelligence artificielle ne le remplace jamais. D'ailleurs, je crois qu'il y a plusieurs années, Microsoft avait fait un test de recrutement uniquement par intelligence artificielle de l'époque. Ils avaient recruté que des gens blancs. Voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que l'intelligence artificielle, c'est très bien, que c'est très utile, que ça permet d'enrichir le métier des gens, de réduire les tâches à faible valeur ajoutée, de réduire les tâches mécanisées, ce qu'on connaît dans l'industrie depuis des années, hein. Mais que ce n'est pas, ce n'est pas, enfin, je pense que à force de parler d'intelligence artificielle, on en fait comme un objectif, alors que ce n'est qu'un moyen. C'est un moyen très puissant, c'est un moyen très impressionnant, tout ça est vrai. Mais c'est un moyen. Et donc, il est au service de quelque chose, bah, il doit être au service de l'homme ou de la femme, pas au service de je sais pas quoi. Mmh, complètement. Et donc, la crise Covid a permis ça, en fait. Et comment on fait pour, éviter la fracture
numérique qui existe déjà dans les entreprises et j'allais dire, globalement dans la société. Et c'est pas forcément, jeune vieux, hein, j'allais dire, c'est simplement qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise, que d'autres, avec, on va dire les outils, digitaux, hem, ou que simplement qui ont été plus formés. Comment on fait pour, quand on est, DRH ou quand on est dirigeant, pour, s'assurer que, l'intégration de cette digitalisation, dans les métiers ne crée pas, on va dire un fonctionnement à 2 vitesses? Bah, déjà en anticipant, tout simplement. On le sait que la compétence data, la compétence machin va devenir un truc incontournable. En fait, on se posait la même question sur l'informatique il y a 30 ans, et puis aujourd'hui, le problème est résolu. Enfin, quasiment résolu. Pas toujours, mais quasiment résolu. Donc c'est un élément à prendre en compte dans les modèles de l'éducation nationale. Voilà, c'est tout. Je veux dire, je pense que c'est des choses qui restent. Souvent, on explique: «Ah non, mais alors les vieux, là, ils savent pas faire marcher», mais ça fait 20 ans qu'ils sont avec des ordinateurs, donc maintenant c'est réglé ça. Voilà, c'est pour ça qu'il y aura toujours une inégalité, malheureusement. Et je pense pas que ce soit en d'ailleurs, c'est pour ça il devrait exister un véritable continuum éducatif sur ces questions-là comme sur les autres, de l'école à l'entreprise. C'est-à-dire que l'école l'éducation nationale, l'instruction, non, les études supérieures pour les gens qui en font et la formation continue, c'est la même histoire. C'est le développement et pourtant aujourd'hui, c'est 3 histoires. Donc la meilleure manière de résoudre ce qui vient d'être évoqué, c'est d'avoir cette approche-là. Après, les entreprises, elles sont pragmatiques. Si elles estiment que ce sont des compétences indispensables aux gens, alors ils les forment. La question, c'est si ce sont des compétences indispensables dans les entreprises, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à former les gens, soit à l'école, soit dans leurs études post-bac quand ils ont. Je pense que ça vient d'une fracture presque philosophique en France entre le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement. Et le monde de l'enseignement, c'est ça que tu disais? Ah oui, c'est une fracture ridicule. Euh, Aux États-Unis, on n'a pas du tout ce phénomène-là. En France, il y a des débats philosophiques avec des gens qui vous disent: «Ouh là là, l'enseignement est fait pour construire des citoyens, quand l'entreprise veut des salariés, on n'est pas là pour produire des salariés, pour une espèce de schéma, une espèce de philosophie à 10 balles hein, maintenant, d'ailleurs, c'est pour ça que l'ancien ministre de l'Éducation nationale et l'actuel ministre de la formation professionnelle, Carole Grandjean, et moi je suis très favorable à ça, travaille beaucoup à ce rapprochement des deux mondes. Et d'ailleurs, les entreprises doivent se rapprocher de l'école, comme l'école doit se rapprocher de l'entreprise. D'ailleurs, l'efficacité de l'alternance et de l'apprentissage n'est plus approuvée. J'allais dire, tu vois, on a un mode qui permet justement, cette alternance, on va dire, entreprise, et enseignement, plus académique. L'apprentissage, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'apprentissage est réservé pour beaucoup, je parle en proportion, hein, pas juridiquement, aux métiers, plus, manuels, aux artisans. Heu, Malheureusement, ça c'est un Ça peu évolue fini. Ça, ça évolue. c'était très vrai il y a Alors, il y a avant. 20 ans, on a commencé Heureusement, à développer l'apprentissage sur le niveau bac+5. Moi, je c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, hein. J'ai fait une école supérieure de commerce en apprentissage. C'est ce qui m'a permis de financer mes études d'ailleurs. Donc heureusement, mais on voit que c'est encore pas aujourd'hui quand même la majorité. Il y a encore peu de personnes qui font l'apprentissage sur des niveaux, supérieurs au bac et ils ont encore des il y a difficultés à trouver des entreprises. ouais, enfin, ouais, on part de loin, mais par rapport à l'Allemagne, par exemple, Oui. mais on en a de plus en plus. Aujourd'hui, il y a à peu près 900 000 alternants en France. Il y en avait 400 000 il y a 5 ans. Donc c'est d'ailleurs, il faut un hommage au pouvoir public, au gouvernement actuel ou précédent qui ont vraiment poussé ça, c'était très bien. Il y a de plus en plus d'écoles qui proposent leur diplôme en apprentissage dans le domaine des services et pas uniquement dans le domaine manuel. Donc on rattrape. Je suis assez confiant là-dessus. Ça rattrape petit à petit. Mais c'est vrai qu'à l'origine, euh,
quand je dis à l'origine, c'était il y a 30 ou 40 ans, on disait, bon, il n'est pas très bon, il va aller en apprentissage. Aujourd'hui, je pense que cette logique-là est en train de se terminer. Il y a des grandes écoles qui ont développé leur programme en alternance ou apprentissage. Il y a une espèce d'exemple qui est donné. On est à près de 900 000 alternants apprentis en France, qui est absolument considérable par rapport à ce que nous étions avant. Le mouvement est lancé, et tant mieux. Là-dessus, je te rejoins, c'est en train d'évoluer et dans le bon sens et j'en suis ravie. Mais je pense que, c'est pas tant peut-être au niveau des écoles que le frein, existe, mais ça peut être aussi au niveau des familles. C'est-à-dire que le regard des familles est pas complètement, Oui, modifié. mais ouais, moi je pense que ça, c'est en train de. Je sais pas. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est en train d'évoluer favorablement. Oui, 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 mais je pense qu'on a encore du chemin, hein. Sincèrement, j'en sais rien. Je peux pas, j'en sais rien. Je peux pas répondre à la question. Je sais pas, moi, j'ai pas cette impression-là, mais peut-être que je me trompe. Après bon, peut-être que, moi la vision que j'ai, c'est aussi parce que, je en tant que directrice générale de la chambre de métiers, et de l'artisanat des Deux-Sèvres, on a le 3e CFA Nouvelle-Aquitaine et donc 1 600, jeunes et c'est vrai que, du coup, j'ai peut-être aussi moi un biais, par rapport à la vision, des familles que je suis amenée à rencontrer. Mais Non, c'est possible. Je me rends pas compte. J'ai plutôt l'impression qu'on a augmenté considérablement le nombre de formations accessibles à intense apprentissage, notamment dans le domaine des services ou dans les professions non manuelles, on va dire. Voilà, c'est l'impression que j'ai. Mais ça explique en partie, mais que ça ne veut pas dire qu'il faut dire que tout est gagné et que c'est fini. Voilà. En termes de pénurie sur le marché du travail, on peut se dire que, c'est peut-être, un axe qui pourrait être développé. Ah bah, bien sûr. Comment aujourd'hui tu penses qu'on peut attirer, les meilleurs talents et surtout les fidéliser? Est-ce que tu as, des conseils à donner, aux DRH, aux dirigeants? Bah, de toute façon, le triptyque est toujours le même, hein. Le triptyque est toujours le même, hein. Heu, rémunération, perspective et autonomie. Quand on propose à quelqu'un un job rémunéré, justement rémunéré, qu'on lui dessine les perspectives possibles et qu'on lui donne un cadre de responsabilité identifié qui a du sens, on est attractif. Quand on n'est pas clair sur l'un des trois, on perd en attractivité. Ça, c'est le premier point, c'est pour l'embauche. Le deuxième point, qui est bien plus important et bien plus difficile, c'est la fidélisation, dans la phase de plein emploi vers laquelle on se dirige pour des raisons démographiques. Euh, c'est que ce travail-là, de cohérence entre la rémunération, les perspectives et la reconnaissance, etc., c'est un travail de tous les jours. C'est pas parce que la personne est rentrée que c'est gagné. Avant, on se disait, bon, vu que la personne est rentrée et qu'il y a 10% de chômeurs, il y a de fortes chances qu'elle reste. Aujourd'hui, à 7%, il y a de moins de chances qu'elle reste. Et de 1 à 5%, il y a encore moins de chances qu'il reste. Donc le travail de la fidélisation, moi je pense que la guerre des talents se joue sur la fidélisation et pas sur l'embauche. Qu'est-ce que tu penses de la marque employeur? Puisque beaucoup, se disent, j'ai on va afficher des valeurs, on va afficher des avantages pour, montrer que, on est un bon employeur. Tu y crois? Tu y crois pas? Comment on fait pour que ces valeurs, elles soient incarnées? Oui, mais je sais bien, mais voilà, le sujet c'est leur incarnation, parce que je crois qu'il y a une étude qui a été faite qui montrait que il y avait 10 mots qu'on retrouvait dans 95% des valeurs des entreprises. C'est-à-dire qu'elles se ressemblent toutes. C'est normal, elles ont toutes performance, cohérence, exemplarité, je sais pas quoi. Bon, très bien, c'est de la marque employeur. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Ils veulent juste savoir si ce qui. Tu sais, il y a une formule de Victor Hugo que j'aime beaucoup. Il disait euh, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et ben c'est exactement ça. Aujourd'hui, on peut avoir la meilleure marque employeur du monde, etc. En faire des tonnes sur la com, le marketing, le truc, le bidule. Une fois que les gens sont rentrés, s'ils constatent qu'il y a une très très forte incohérence entre ce qu'on raconte et ce qu'on fait, il y a une enquête qui a été faite qui montrait que
On avait interrogé les salariés du CAC 40 sur la raison d'être pour ceux qui avaient une raison d'être dans l'entreprise. 70% considéraient que c'était de la com. Je dis pas que c'est vrai, mais je veux dire par là, c'est que c'est dans le management quotidien que les valeurs s'expriment. C'est dans les managers qu'on promeut, etc. C'est là-dedans que les valeurs s'expriment. C'est pas la marque employeur avec des petits films et des machins. Soit les gens le vivent, soit ils le vivent pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir le succès qu'ont les sites genre Place d'Or ou autres. Qu'est-ce que posent comme question les gens? Est-ce que ce qu'on me raconte est vrai? Oui. Et or, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on connaît, l'entreprise ne maîtrise plus sa communication. C'est fini, il faut oublier ça. Donc elle est condamnée à la cohérence. Ce qui est plutôt une bonne chose. Oui, mais elle est condamnée à la cohérence. Donc, c'est un peu comme quand on avait, il y a très longtemps, mis en place, ou là, même aujourd'hui, en ce moment, il y a plein de gens qui changent leur bureau, pour faire des comptes, tu vois, des salons, des canapés. Très bien, très bien. Mais si on ne change pas le modèle de management, s'il est toujours aussi vertical, bah, voilà, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Est-ce que tu crois au coaching professionnel pour faire évoluer justement le management ou l'organisation? Oui, ouais. Moi, je ne suis pas favorable au coach à l'intérieur des organisations. Je pense que le coach, c'est tripartite. Donc, c'est extérieur. Donc, je me méfie un peu de ça. J'ai jamais été très favorable à ça, des coachs internes. Mmh. En revanche, ouais, selon les gens, c'est efficace. Selon les équipes, c'est efficace. Alors aujourd'hui, on a je crois que c'était la semaine dernière d'ailleurs qu'il y avait une étude sur, les questions de coaching où, je crois que c'était dans Les Échos, où il disait qu'il y avait, on va dire à boire et à manger, hein, dans les coachs professionnels ou coachs de vie. Pour toi, c'est quoi, on va dire le critère d'un bon coach? Qu'est-ce qu'on attend d'un coach? Sincèrement, je connais très mal ce truc-là. D'abord, j'en ai jamais eu. À titre personnel, tu parles ou, pour tes collaborateurs? Non, à titre professionnel, j'en ai eu beaucoup. Moi, j'en ai jamais eu. OK. Non, sincèrement, Tu en as jamais eu parce que tu en as jamais ressenti le besoin ou parce que, tu as jamais trouvé la personne ou? non, 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 j'ai jamais ressenti le besoin. Peut-être à tort, hein, mais je pense que il y a des gens qui ont besoin d'avoir ce type de démarche pour leur faire prendre conscience des choses ou pour les aider à trouver des solutions. Ils n'arrivent pas à trouver par eux-mêmes et c'est très vertueux. Je pense que le coaching, euh, il doit, euh, il doit surtout rester, il ne doit pas se substituer. Voilà. Mais non, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, quoi. Mais ça, j'allais dire que comme, n'importe quel, expert externe, Mmh. que ce soit un consultant, un coach ou peu importe, effectivement, justement, on parlait tout à l'heure de qui porte la responsabilité. Je pense que la responsabilité, elle est jamais externalisée, Oui, c'est ça. quelle que soit la personne qui peut être amenée à intervenir dans l'entreprise. Et qu'est-ce que tu penses des entreprises à mission? Est-ce que est-ce que c'est pareil? Tu y crois pas? Ça a du sens? Ça a de l'avenir? Mais non, mais c'est la même chose. Les entreprises à mission, heu, les entreprises à mission, c'est comme une entreprise à raison d'être. Si, il y a une réalité du quotidien, alors ça a du sens. C'est de la com, ça en a pas. Voilà. La deuxième chose, c'est que, jusqu'à preuve du contraire, l'entreprise, elle est aussi là pour faire, du profit, du résultat, ce qu'on veut, et que, très bien, mais il ne faut pas non plus faire prendre des vessies pour des lanternes. Et qu'une entreprise à mission, elle a certes beaucoup de vertus, elle s'engage pour la société, ça c'est très très bien, mais il y a je connais des tonnes de boîtes qui ne se sont pas déclarées entreprises à mission et qui sont très engagées pour la société aussi. Je me méfie un peu du côté un peu mais je fais de procès d'intention à personne. Alors de la même manière, on parlait avant de la qualité de vie au travail, c'est devenu la QVCT, la qualité de vie et des conditions de travail depuis, mars 2022. Concrètement, ça change quoi? C'est de la com? Non, pas que, mais c'est toujours pareil. Tous ces sujets-là peuvent, bah, si on n'y met ni conviction, ni transformation, ni exigence au quotidien, c'est de la com. Voilà. C'est toujours pareil. C'est toujours le même sujet, en fait. Se déclarer entreprise à mission, très bien. Si ça ne change en rien les défauts de l'organisation, la vie des salariés à l'intérieur, ils diront bon, bah, entreprise à mission, je suis bien content, mais ça ne change pas grand-chose.
Donc ça vivra pas. Tu sais, ça me rappelle, toute proportion gardée, il y a quelques années, peut-être 4-5 ans, on était dans le délire des Chief Happiness Officers, et puis ça a disparu. Parce que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien. Moi, je me souviens, les gens étaient tout contents de dire on n'a plus de DRH, on a un Chief Happiness Officer. Et directeur des richesses humaines, on le voit souvent. Beaucoup de gens, reprochent le ressources humaines, qui a une vision un peu, capitalistique, on va dire, des choses. Toi, tu en penses quoi? Oui, mais c'est pareil, tout ça, sincèrement, c'est pareil. Oui, oui, j'en pense que tout ça, c'est de la com. Ça dépend comment on fait son métier, mais alors directeur des richesses humaines, directeur des relations humaines, directeur de je sais pas quoi humain, il y a des DRH qui sont directeurs des ressources humaines et qui font très bien leur boulot et qui sont beaucoup plus directeurs ou directrices des richesses humaines que des gens qui se sont autoproclamés directeurs des richesses humaines et qui ne le sont pas vraiment. Donc, je pense que de toute façon, tout ça, les titres, tout ça, là pour le coup, c'est de la com. Vraiment, c'est de la com. Nous sommes arrivés à la fin de ce 4e épisode avec Benoît Serre, où nous avons abordé toutes les questions de transformation des entreprises, de conduite de changement et toutes les tendances qui existent aujourd'hui dans le monde du travail, de la raison d'être des entreprises aux entreprises à mission, à la marque employeur, la pénurie des talents et l'apprentissage, sans oublier les intelligences artificielles. Alors je vous donne rendez-vous maintenant dans le 5e épisode pour découvrir encore un peu plus Benoît Serre à travers mon jeu de questions-réponses, le Tip Top. À tout de suite. Je te propose de passer à un petit jeu, Benoît. Je vais te demander un chiffre entre 1 et 35 et je vais te poser des questions un peu plus personnelles encore. 20. Non, pas 20, 9. Ah. Pourquoi as-tu choisi de devenir DRH et de consacrer du coup ta carrière professionnelle à accompagner celle des autres? Je sais pas, c'est du au hasard. Moi, j'ai jamais pensé à ça. Euh, Pourtant, tu es un DRH, dont c'est le métier. J'allais dire, c'est pas, comme d'autres DRH qui sont devenus DRH après un autre métier. Ah oui, à force, oui. Non, enfin, ce que j'aime, en tout cas la partie que moi j'ai toujours beaucoup aimé croiser les données. Voilà. Les données de l'environnement, les données économiques, les données sociales, les données sociétales, les données humaines, les données, voilà. Je trouve que DRH, c'est un métier qui ne peut pas l'exercer correctement si on n'a pas on développe pas une vraie sensibilité aux tendances, aux environnements. Donc voilà. Je pense que c'est ça. Et puis quand même, l'être humain, c'est la plus belle des plus beau des éléments dont on peut s'occuper avec l'eau. Voilà. Et si tu étais pas DRH, tu serais quoi? Je sais pas. Si j'étais pas DRH, je pense que j'aurais pu être, j'aurais pu. Peut-être que j'aurais essayé d'être scénariste ou écrivain ou journaliste, truc où on sort, où on réfléchit, où on pose des idées. D'accord, OK, c'est intéressant. C'est ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Non, 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 non. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit? Mais je voulais être journaliste, moi. Je l'ai été d'ailleurs. Ah, je ne sais pas tout. J'ai été pendant 4 ans avec carte de presse. D'accord. Mais j'aime bien ce qui se passe dans le monde. Je pense que quand on est... Enfin, l'autre jour, j'intervenais au CIFOP et les jeunes me demandaient quels conseils. Et je leur dis vraiment, quand vous êtes DRH, passez votre temps à sortir de votre entreprise, quoi. Allez voir ce qui se passe. Sentez les tendances, rencontrez des gens, nourrissez-vous. Si vous restez dans votre boîte, vous allez faire des conneries. Alors déjà qu'on dit que les DRH sont souvent, dans leur tour d'ivoire, Justement, il faut l'éviter par-dessus tout. Moi, quand je suis rentré à la Massif, qui était une entreprise assez traditionnelle, tout ça, hein, les DRH sortaient peu, en fait. Moi, je passe même chez L'Oréal, je passe ma vie à me promener partout. Parce que c'est comme ça qu'on sent les tendances et que les tendances de la société, un jour ou l'autre, débarquent dans les entreprises. Donc, quand on les sent un tout petit peu avant les autres, ben, on a un petit coup d'avance. Tu sais que pour l'anecdote, quand j'ai été, DRH au conseil départemental des Deux-Sèvres, sur le moment, j'ai dit: «Bah, je vais aller, rencontrer les équipes sur le terrain», tu vois? Un département, c'est grand et on m'a dit: «Oh là là, mais vous vous rendez pas compte, vous allez vous faire lyncher». Je dis: «Pardon?»
Ah oui, c'est ça, ouais. Ah mais parce que, les RH disent tout le temps non sur les recrutements, sur des renforts et cetera. Donc les travailleurs sociaux, ils vous détestent déjà quoi. Vous êtes pas encore arrivés que par principe, Non, mais quand je suis rentré chez Leroy Merlin, enfin, chez Leroy Merlin, j'ai passé mon temps à travailler dans les magasins et j'adorais ça. ah mais je pense que c'est essentiel. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive justement à identifier, les signaux faibles, dans l'entreprise et puis quand on a l'opportunité effectivement de le faire à l'extérieur, c'est encore mieux. Un autre chiffre entre 1 et 35? Heu, 10, tiens, c'est un chiffre rond. Quel est ton passe-temps ou ton loisir préféré? Je sais pas si j'en ai un préféré, puis moi je fais toujours 200 trucs en même temps, donc je lis, beaucoup, j'écoute beaucoup de musique, je rencontre beaucoup de gens. Heu, le week-end, comme j'ai une maison, avec, plus d'un hectare, j'adore, bosser, dans la campagne là. Tu bricoles ou tu te promènes? Non, j'entretiens. Voilà, donc non, j'ai pas de il faut toujours que j'apprenne quelque chose, donc c'est peut-être ça, en fait. Donc il y a plein de manières d'apprendre. Oui, donc c'est effectivement, c'est pas neutre. Oui, oui, non, c'est pas oui, oui, c'est oui, j'aime bien, en fait. Je lis tout le temps, plein de trucs, en fait. Tu te challenges alors. Non, mais j'aime bien apprendre des trucs, c'est quand même passionnant d'apprendre. Il y a toujours des trucs à apprendre. Sachant qu'on en connaîtra, peut-être que, allez, on va dire 1 même pas 1 0,001 de la connaissance, mondiale, Ah bah oui, mais ça, c'est pas un concours, hein. Puis oui, il y a des trucs que j'apprends pas parce que ça m'intéresse pas. Donc voilà. Surtout que, finalement, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut se dire: «Mais est-ce qu'il y a besoin d'apprendre? Il y a besoin de découvrir des choses, mais est-ce qu'on a besoin de les apprendre?» Moi, je trouve que la vertu d'apprendre, c'est qu'on se fait des convictions sur les sujets. Et comme je lis beaucoup, je lis de tout. D'accord, c'est une curiosité d'esprit, Non, je sais pas, c'est probablement. peut-être, Un autre chiffre entre 1 et 35? 17. Quelle est ta devise personnelle ou une citation préférée peut-être? Tout ce qui est excessif et dérisoire. Je déteste l'excès. Je déteste le manichéisme. Je déteste les gens qui affirment que c'est comme ça et pas autrement, qui détiennent la vérité. Ça m'agace. Il y a ça, ou alors une autre formule que j'aime bien, mais je suis en train de rechercher la formule exacte. C'est ça que j'aime beaucoup. Alors, j'ai jamais bien su quelle était. La gravité sert d'intelligence aux imbéciles. Euh, je trouve que je suis toujours sidéré, j'avoue que j'ai du mal, avec les gens qui prennent un air grave et pénétré pour dire des banalités. Je pense qu'il faut toujours être assez détendu dans la vie et qu'on peut être sérieux, on peut être intelligent, on peut être machin sans pour autant se prendre au sérieux. Mmh. Mais ouais, mais plutôt tout ce qui est excessif et dérisoire, parce que ça m'insupporte, vraiment, vraiment, ça m'insupporte. Les gens qui d'un coup se mettent, même dans la vie professionnelle, qui se mettent dans des colères noires, c'est ridicule. Souvent, on est dans des jeux de rôle, surtout quand on est des RH, on sait qu'en face de soi, on a des gens qui vont être, dans des postures, parfois un peu extrêmes. Oui, mais ça enlève rien au côté ridicule des choses. Voilà. Après, sur la deuxième partie, je pense qu'effectivement, un peu d'humilité, ça peut faire du bien. Ah ouais, mais c'est insupportable. Enfin, c'est insupportable. Donc j'aime bien la gravité, c'est l'intelligence aux imbéciles. Moi, je trouve que c'est pas mal. Et tu as pas demandé à ChatGPT, qui a écrit, qui a dit ça, non? Pas encore? Non, j'ai pas. Non, non, mais je trouve que c'est très vrai en fait. Oui. Enfin, je l'ai vérifié 10 fois. Oui, oui, je suis assez d'accord avec toi. Un autre chiffre? On va prendre 3, tiens. Ah. Quelle image les autres retiennent de toi après un premier échange? Pas, faut leur demander. Oh, tu dois avoir une petite idée quand même. Non, je sais pas trop. Si tu écoutes les feedbacks, tu dois avoir une idée. Non, souvent le retour que j'ai, c'est que je. Mais j'ai encore eu encore, toi, aujourd'hui. Je trouve plutôt intéressant que je prenne jamais le sujet comme on l'attend. Ce qui m'intéresse dans le dialogue professionnel ou autre, c'est qu'on avance ensemble. Bah, moi, par exemple, tu vois,
les fameux articles que j'écris qui sont très lus, ils sont souvent ressentis, par exemple, comme moi, je partage des convictions, je donne pas de leçons. Quand j'échange avec des gens, la première fois qu'ils me voient, je suis plutôt là-dessus. Après, je pense que il y a plutôt de ça. Euh, Feedback que j'ai, quoi, qui est de dire que un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, t'es intriguant. Je sais pas comment l'interpréter. Ah, je pense que c'est sans doute quelqu'un qui a eu du mal à te cerner. Mais en même temps, est-ce que tu as envie d'être complètement cerné? Je ne suis pas sûre. Ah non, je déteste ça. Mais non, je déteste ça. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, hier soir, j'étais à un dîner. Je sais pas pourquoi on est tombé sur un sujet qui me passionne et qui a rien à voir avec mon métier. Et les gens étaient étonnés, en fait, mais c'est parce que je connais jamais vraiment les gens. Je pense qu'intriguant, je l'ai plutôt pris comme un compliment. C'est non pas pour, c'est un petit peu, moi j'aime bien surprendre un peu quand même. Bon, voilà, je sais pas, c'est, c'est difficile. Après, je suis pas naïf non plus. Je sais que je suis grand, je sais que j'ai une grosse voix, je sais tout ça. Donc, c'est comme ça, donc je sais que j'impacte. C'est pas naïf, c'est pas de la prétention. C'est ce que tout le monde me dit, ça doit être vrai. Tu penses que c'est lié au physique? Ah, c'est rigolo ça. Non, mais je sais pas à quoi c'est lié, mais je le sais. Bah, je pense que c'est aussi lié, à la force de conviction. Enfin, tu parlais de conviction tout à l'heure, Peut-être, oui, peut-être. Bah, oui, mais probablement que ça a un impact quand même, dans la trace que tu laisses, chez les autres. ouais, mais non, je sais pas, moi, je sais pas. T'as pensé quoi la première fois que tu m'as vu? Que tu étais en parfaite maîtrise, de tes sujets. Je pense qu'il y avait à la fois, tu savais où tu allais et il y avait pas beaucoup de place au hasard et en même temps, tu étais capable de te laisser surprendre. Voilà ce que je me suis dit. Moi, d'abord, je crois pas au hasard. J'ai jamais cru au hasard. Depuis toujours. Et la deuxième chose, tu vois, souvent, par exemple, j'ai pas mal de retours, comme je fais beaucoup de médias intéressants. Tu vois, Yves Calvi, que j'aime beaucoup, me dit, voilà, on sent quand même que quand tu prends la parole, d'abord au-delà du fait que tu as une voix de radio et tu es très pédagogue, etc., tu connais tes sujets. Bien sûr. Mais c'est vrai que sinon je parle pas, en fait. Quand je sais pas, je parle pas. Quand je connais pas, je parle pas. Comme je fais beaucoup de médias et les gens me disent, mais comment tu fais machin? Je dis, ben, non, d'abord, je vais pas, si on me demande de venir sur un plateau, sur un sujet ABC, si je connais pas le sujet, j'y vais pas. Et si j'y allais, je me renseigne sur le sujet en entrée. Voilà. Le minimum qu'on doit aux gens. Donc c'est quand tu connais pas le sujet ou quand tu maîtrises pas le sujet? Enfin, tu vois ce que je veux dire? On peut connaître à un moment donné et avoir un point de vue sans forcément être dans une, notion d'expertise. Toujours sur interroger sur des sujets connexes à ce que je fais, donc c'est pas, généralement, je connais la matière. Mais j'aime bien quand même, quand j'arrive sur un plateau, j'ai quand même déjà une ou deux convictions. Je connais pas les questions du tout. Tu vois, mais je suis pas là pour servir la soupe ou dire être d'accord ou pas d'accord. Je dis ce que je pense. Oui et puis je pense que tu as, suffisamment, confiance en toi aussi pour, savoir que tu vas rebondir quelles que soient à un moment donné les questions. Bah, avec le temps, et puis non, puis avec le temps, et puis je sais, c'est pas non plus pas de la prétention. Il y a un moment où on est quand même conscient des quelques qualités qu'on peut avoir, et je sais que je suis pas le plus mauvais des intervenants et que j'arrive à rebondir. Je le sais ça. Je sais très bien quand je prends des interventions en public, ça passe. Je sais que ça passe. Et tu peux aimer aussi te faire surprendre, non? Ah oui, ça me gêne pas, en fait. Parce que d'ailleurs, je t'avais dit, enfin voilà pour nos auditeurs, hein, je t'avais dit que, je te transmettrais pas de Ouais. questions avant et que ce serait, des questions qui me viendraient au fur et à mesure de la discussion en rebondissant sur ce que tu disais, quoi. Ah non, mais moi, ça me dérange pas du tout. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, j'ai une question que je t'ai pas posée tout à l'heure, mais j'y ai pensé et j'avais envie quand même de te la poser. Ça me- Tu vois, quand on est DRH, c'est, notre métier, c'est souvent de trouver, trouver des compromis, de Mm, négocier des accords, mm, d'être, ce qui suppose aussi parfois d'être en équidistance par rapport aux différents acteurs et centres d'intérêt et cetera. mm. Hem, Comment tu arrives à trouver des compromis sans te compromettre, j'allais dire? À ma connaissance, je me suis jamais compromis d'une part. D'ailleurs, on m'a jamais fait prendre des compromis auxquels je ne croyais pas. Parce que là, je quitte les boîtes. On m'a jamais fait faire ce que je voulais pas. Alors justement, je me demandais si tu t'étais déjà retrouvé Donc, en conflit de valeurs, mm, en conflit éthique ouais, bien sûr.
Et Bien sûr. Et dans ce cas-là, je m'en vais. OK. Ou je le dis, puis le truc s'arrête, ou je m'en vais. Non, souvent trouvé des compromis, parce que j'ai négocié beaucoup de choses, très compliquées. Je pense que l'important, c'est la transparence dans ces sujets-là. Moi, j'ai observé ça. Quand j'ai lancé ma renégociation globale de tout le modèle social de la Massif, Mmh. j'ai donné mes lignes rouges, dès le début. J'ai pas joué, j'ai donné mes lignes rouges. Et en les disant, donnez-moi les vôtres. Et la vérité, c'est entre les deux. Donc, je pense qu'il faut être transparent, il faut respecter les gens, il faut jamais humilier personne. Mmh. Il faut faire en sorte de trouver... Quelquefois, d'ailleurs, le compromis, c'est avoir le courage de dire qu'il n'y en a pas. Oui, qu'il y aura pas d'accord possible, quoi. Non, non. Et que donc, on en revient à la répartition des pouvoirs. C'est pas un échec de ne pas trouver un compromis. Et dans les moments où, tu peux être, entre guillemets, dans des décisions particulièrement sensibles, voire, tu peux être, tiraillé des fois avec, ta propre, éthique, tes propres valeurs personnelles qui sont pas toujours, enfin je veux dire les choses elles sont pas, tu le disais tout à l'heure d'ailleurs, elles sont pas toujours, blanches ou noires. Des fois voilà, il faut essayer de composer. Hem, c'est quoi les valeurs qui te guident dans tes prises de décision? Alors, je veux dire que j'utilise beaucoup les citations des hommes célèbres, mais il y en a une que j'aime beaucoup du cardinal de Richelieu, qui est de dire il faut savoir rendre possible ce qui est nécessaire. Voilà. Quand je suis convaincu de la nécessité, alors il faut trouver la solution. La première valeur, c'est est-ce que c'est utile, en fait? Est-ce que c'est pas un caprice de je sais pas qui? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile de manière collective, pas sur un plan individuel? C'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'on peut prendre des décisions difficiles, on n'est pas obligé de les prendre comme un salaud. Et puis la troisième chose, c'est, je pense que la notion de courage est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'il faut, on a des responsabilités. Moi, j'en ai aujourd'hui. Demain, j'en aurai peut-être d'autres ou je n'en aurai pas, peu importe. Le fait d'assumer ses responsabilités, c'est fondamental. Pas, c'est que souvent, moi, je dis à mes équipes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous inquiétez pas, la seule personne qui peut vous engueuler, c'est moi. Personne d'autre ne le fera à ma place. Et je me souviens dans l'entreprise où j'étais avant, il y a un grand chef à plume qui a engueulé un de mes N-2. Je l'ai appelé, je dis en fait, t'as enlevé des mécaniques, mais je te dis, personne ne touche à la musique. Personne. S'il y en a un engueulé, c'est moi. Donc j'assume tout. Mmh. J'avais une discussion tout à l'heure justement, avec quelqu'un en parlant du management et je disais que, à un moment donné, il y a un rôle de paratonnerre, quoi. Je veux dire, on est là pour, protéger, soutenir et s'il y a un problème, Et même, il y a un rôle d'assumer les responsabilités. Moi, si j'ai quelqu'un dans mes équipes qui fait une connerie, ça devient la mienne. c'est ça. Pour l'extérieur, je règle les problèmes avec lui après. Mais je déteste les gens qui se défaussent. Je disais tout à l'heure, je déteste les gens qui cherchent des coupables. Il faut trouver des solutions. Voilà, ça m'énerve. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui s'interroge sur le métier, de DRH, tu lui dirais quoi? «Vas-y fonce, c'est un métier formidable» ou tu dirais: «Oh, oh, attends, il y a des prérequis et il faut faire attention»? Non, mais c'est un beau métier. Sincèrement, ça a l'air un peu con, mais il faut croire dans les gens. Moi, je suis absolument convaincu, et c'est une des raisons sans doute pour lesquelles finalement j'ai fait ce métier, que 95% des gens se lèvent le matin en disant je vais emmerder mon entreprise. Moi, je pense que 95, il faut vraiment croire aux gens. Je, voilà. Je suis absolument convaincu de ça. Je suis absolument convaincu que finalement, c'est l'être humain qui change la donne. Absolument convaincu. C'est ni le modèle économique, ni le modèle ceci, c'est l'être humain qui change la donne. Il faut croire dans l'être humain, mais profondément. Moi, j'ai une conviction absolue là-dedans. Il n'y a rien de plus incroyable qu'un être humain. C'est pour ça que tout à l'heure je te parlais, tu sais, au tout début de notre échange, de la question du «capital», entre guillemets, enfin de la valeur, de l'entreprise. Oui, mais, enfin, ouais, non, mais pour répondre, voilà, dire, moi, enfin, il faut croire, enfin, moi, c'est mon moteur. Je ne crois qu'à ça. Et d'ailleurs, je suis sans doute hypersensible à toute marque, tout comportement managérial où je constate qu'on ne respecte pas l'être humain. Ça m'insupporte, mais enfin, j'observe un manager qui respecte pas un de ses collaborateurs, je vais avoir du mal à lui pardonner quand même.
Pour moi, c'est insupportable. On peut tout faire. Mais tu peux te dire que c'est pas forcément par malveillance, ça peut être parce qu'à un moment donné, il est pas formé, il a pas su faire, il a été maladroit. Non? Non, le respect, on peut être le respect, on l'a pas. Oui, la question du respect, je suis d'accord avec toi. N'importe qui se respecte. Oui. Après, il y a des gens qui peuvent être maladroits et du coup faire s'ouvrir des collaborateurs sans le vouloir. Oui, mais ça, je suis assez grand pour m'en rendre compte. Mais les gens qui sont respectueux, qui ignorent, qui sont ça, mais vraiment, je ne supporte pas. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'a quelquefois taxé d'intransigeant. L'intransigeant? Mais J'allais te dire jusqu'où tu peux aller. si c'est cette intransigeance-là, c'est pas grave. Oui, je suis d'accord, je te rejoins. Ouais. Merci beaucoup, Benoît. Ça a été un vrai plaisir. Ben voilà, merci. Si tu as une actu peut-être à nous passer, comment on fait si on a envie d'en savoir plus? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver? Est-ce que tu, Bah, sur LinkedIn, on me trouve sur LinkedIn. Sur LinkedIn? OK, ça marche. Et puis, pour un prochain épisode, est-ce qu'il y a une personne que tu voudrais me conseiller d'inviter? Tu aimerais bien entendre à ce micro et quelle question tu aurais envie que je lui pose? Ça, je sais pas, la question, j'en sais rien. Je sais pas, des gens intéressants à écouter, il y en a plein. Hein. Peut-être quelqu'un qui est en particulier, attaché justement aux questions de valeurs humaines? Non, je trouve qu'un type comme, par exemple, je trouve qu'un type comme Mathieu Fouquet, qui est le DRH de OnePoint, il est super intéressant. En plus, c'est une licorne, c'est une nouvelle boîte et tout, c'est vraiment intéressant. OK, bah, écoute, Ouais. Lui, c'est un type vraiment intéressant. Et en plus, c'est la nouvelle économie, c'est un mec très moderne. Voilà, je trouve que c'est un type formidable, comme son boss, David Ayani. C'est des types formidables. Des idées, mais ils sont exigeants, ils sont pas naïfs, en même temps, ils sont très... Je pense qu'ils contribuent beaucoup à construire le monde de demain. Je pense que c'est intéressant. Et je trouve qu'on n'ose pas assez... J'aime bien la théorie du cri, tu sais, c'est t'avances jusqu'à ce que ce crie. c'est quoi? T'avances jusqu'à ce que ça crie. Bon voilà. OK, merci beaucoup Benoît. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Nous voici arrivés à la fin de ce 5e épisode avec Benoît Serre, le DRH de L'Oréal et le vice-président de l'Association nationale des DRH de France. La fin de cet épisode marque la fin de notre série des 5 épisodes avec Benoît. C'est un véritable cadeau qu'il nous a offert à tous les auditeurs de Valeurs Agitées. Nous avons parlé successivement des questions de l'actualité du monde du travail, notamment la guerre en Ukraine, la réforme des retraites, mais aussi les questions de discrimination, les questions d'équité homme-femme. Et puis globalement, nous avons évoqué les questions de management, de conduite du changement, de sens, de valeurs, d'éthique et de future of work. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi avec cet invité absolument exceptionnel dans le domaine des ressources humaines. Je vous donne rendez-vous avec un nouvel invité tout aussi passionnant dans l'épisode suivant. Je vous dis à tout de suite pour le prochain épisode de Valeurs Agitées. Vous avez aimé cet épisode? Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.